Le 1er janvier ne transforme personne. Tu te réveilles avec le même esprit, les mêmes habitudes, la même dette envers toi-même. Le calendrier ne change que de numéro, mais ta vie ne redémarre pas par magie. Dehors, tout le monde parle de résolution et de nouvelles versions de soi-même, mais cette euphorie massive est une anesthésie. Elle te vend l'illusion qu'il suffit de promettre pour être différent. La vérité est que le changement n'arrive pas avec des applaudissements, ni des likes, ni avec des listes écrites à l'aube. Personne ne va te sauver de ta propre inertie. Nouvelle année, nouvelle vie est une phrase vide quand il n'y a pas d'action réelle derrière. Ce qui détermine ton année, ce n'est pas la motivation éphémère de janvier, mais ce que tu fais quand personne ne te regarde, quand l'enthousiasme s'estompe et qu'il ne reste que la discipline. La philosophie stoïque ne te promet pas de miracle. Elle exige une responsabilité absolue et le courage de regarder en face tes fractures internes. Il n'y a pas de raccourci. La transformation commence quand tu cesses de négocier avec toi-même et que tu agis, même avec fatigue, même avec peur. Fais-le même si le monde reste endormi. La plupart échouent en janvier parce qu'ils attendent que l'environnement fasse le travail inconfortable. Tu peux transformer cette passivité collective en avantage si tu agis maintenant. N'attends pas de signes extérieurs. Personne ne se souvient de ceux qui ne font que planifier. Souviens-toi de ceci. L'action silencieuse vaut plus que 1000 promesses. Le temps ne revient pas. Ta souveraineté commence le jour où tu cesses de te mentir. 1. Briser l'illusion du changement instantané. Le changement instantané n'existe pas. Peu importe combien vous le désirez, peu importe combien les publicités de salles de sport, d'applications ou les gourous du développement personnel le promettent. Se réveiller le 1er janvier ne vous transforme pas en quelqu'un de différent. Vous êtes exactement la même personne qui s'est endormie le 31 avec les mêmes schémas mentaux, les mêmes peurs, les mêmes excuses et le même historique de décisions reportées. La date sur le calendrier n'est pas un interrupteur magique, mais on vous a vendu cette fantaisie jusqu'à en faire une excuse collective pour ne rien faire de réel. Jusqu'à quand allez-vous continuer à tomber dans ce piège bon marché? Restez à attendre que l'environnement, l'enthousiasme général ou la pression sociale vous entraînent vers une version améliorée de vous-même et la définition exacte de l'auto-tromperie. Ici, il n'y a pas de miracle, juste une accumulation de petites trahisons envers vous-même chaque fois que vous reportez, chaque fois que vous justifiez votre inertie sous le drapeau du nouveau cycle. Vous n'avez pas un nouveau départ, vous avez une vieille opportunité déguisée. Si vous vous accrochez à l'idée que le simple passage du temps vous transformera, vous alimentez seulement votre propre faiblesse. C'est confortable, presque addictif, de jouer à croire qu'il suffit de le désirer fortement ou de l'écrire dans un nouveau carnet pour que le changement se produise. Mais la vérité est violente. Le changement réel est antipathique, exige de l'inconfort, coûte des efforts et nécessite que vous déclariez la guerre à votre propre paresse. L'illusion du changement instantané est le piège parfait, car elle vous permet de vous sentir actif, tout en restant statique. Elle vous laisse poser en personne motivée, sans lever le petit doigt, au-delà de publier des promesses vides sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas besoin de plus de plans. Vous devez cesser de vous anesthésier avec eux et agir. Personne ne viendra vous sauver du poids de vos propres décisions. Personne ne portera le fardeau de vos jours gaspillés. Briser cette illusion, c'est accepter que toute croissance durable est rugueuse, inconfortable et surtout lente. Le muscle de la discipline ne s'active pas avec un discours de minuit, ni avec un toast optimiste. Il se renforce lorsque vous maîtrisez la paresse qui vous presse chaque matin, lorsque vous choisissez le chemin inconfortable, même si personne ne vous applaudit, lorsque vous renoncez à la validation instantanée et travaillez sans témoin. Le premier grand pas n'est pas de rêver grand, c'est de cesser de vous mentir en petit. Chaque fois que vous vous dites « demain je commence »,« maintenant c'est bon, cette année sera différente » et que vous n'agissez pas immédiatement, vous renforcez seulement la fracture interne qui vous maintient telle qu'elle.
Le stoïcisme ne vous offre pas de bonbons ni de phrases pour Instagram. Il exige autopsie et action. Autopsie pour disséquer sans pitié vos habitudes et défauts. Action pour les remplacer par des décisions concrètes, même si cela fait mal, même si c'est inconfortable, même si personne ne le voit. Le pire mécanisme mental que vous pouvez traîner est la recherche d'une motivation externe. Si vous continuez à attendre le moment parfait, l'environnement adéquat, la compagnie idéale, vous allez rester bloqué. Le changement commence lorsque vous cessez de négocier avec vous-même, lorsque vous cessez de procrastiner et agissez même si vous n'en avez pas envie. La discipline est la seule preuve de respect de soi. Cessez de chercher un signal de départ à l'extérieur. Vous êtes déjà en course, que vous le vouliez ou non. Il n'y a pas d'autre temps que maintenant, pas d'autre énergie que celle que vous générez par l'effort. Si vous continuez à attendre la transformation instantanée, vous ajouterez simplement une autre dette émotionnelle à la liste. L'année ne vous offrira rien. Ce que vous ne conquérerez pas par votre action brutale et soutenue ne sera tout simplement pas à vous. Personne ne se souvient des intentions, seulement des faits. Le changement réel est le résultat de centaines de petites batailles silencieuses où personne ne vous félicite, mais votre caractère se renforce. Si vous ne brisez pas l'illusion du changement instantané, la seule chose que vous changez est l'excuse avec laquelle vous vous trompez. 2. Prends la responsabilité totale dès aujourd'hui. Tu te réveilles et la première chose que tu fais est de regarder ton téléphone, même si ton corps réclame encore 5 minutes de sommeil. Ton doigt glisse sur les messages, les notifications, l'agenda de la journée. Au fond, tu sais que ce geste est un mécanisme d'évasion. Tu repousses l'inconfort de te confronter à toi-même, à tes tâches en attente, à ce que tu devrais vraiment faire aujourd'hui. La routine t'entraîne, les excuses s'infiltrent dans ton esprit avant même que tu ne te laves le visage. Et là, dans cet espace minuscule entre l'impulsion de rester en mode automatique et la possibilité de faire quelque chose de différent, commence la vérité inconfortable. Ce que tu fais dans ce premier moment de la journée dit déjà, sans mots, combien de contrôle tu as sur ta propre vie. Ce n'est pas le nouvel an, ce n'est pas un nouvel agenda, ce n'est pas le discours motivationnel que tu as entendu hier soir. C'est cette décision silencieuse, presque invisible, de regarder ou de ne pas regarder le téléphone, de te lever ou de reporter le réveil, de prendre une action ou d'inventer une excuse. La responsabilité totale n'est pas un slogan, c'est une condamnation auto-imposée. Cela signifie que tu cesses de blâmer l'environnement, le manque de temps, tes parents, le travail, la génétique, le mauvais temps, l'économie ou ton partenaire. Cela implique d'accepter que le poids de ce que tu n'as pas accompli jusqu'à aujourd'hui t'appartient et à personne d'autre. Ça sonne dur parce que c'est le cas. Assumer la responsabilité totale signifie que tu n'as personne à qui te plaindre si ta vie ne bouge pas. Le mécanisme mental le plus confortable est de se victimiser, de chercher des coupables externes, de construire la narration selon laquelle tout irait mieux si le monde coopérait un peu plus avec toi. Mais cette histoire ne fait que prolonger la dette envers toi-même, augmenter l'inertie, te maintenir petit. Tu ne peux pas entraîner le muscle de la discipline si chaque fois que tu échoues, tu as besoin d'un coupable externe pour te sentir en paix. La maturité stoïque arrive lorsque tu acceptes que ton niveau de vie, ton caractère, ta réalité sont la somme de tes décisions et de tes omissions accumulées. Rien de plus, rien de moins. L'esprit a une capacité experte à négocier avec lui-même. Il commence par justifier la paresse. J'ai le droit de me reposer aujourd'hui. Ce n'est pas grave si je le fais demain. L'année vient à peine de commencer, il y a encore du temps. C'est un filtre qui déforme la perception, un piège de confort pour anesthésier le remords. Mais la responsabilité totale n'admet pas de négociation. Elle ne fait pas de remise émotionnelle. Tu es obligé de te regarder sans fioriture, de te demander si ce que tu fais chaque jour contribue vraiment à la personne que tu dis vouloir devenir. Personne ne va te pardonner tes jours gaspillés. Personne ne va compenser les conséquences de tes actes. Tu es ton propre créancier et ton propre débiteur.
le conflit le plus profond surgit lorsque tu découvres qu'une partie de toi veut avancer et qu'une autre résiste de toutes ses forces. L'esprit cherche des raccourcis, rationalise la médiocrité, invente des arguments pour reporter l'essentiel. C'est ici que la responsabilité totale entre en jeu. Lorsque tu assumes que le coût de ne pas agir, tu le paies seul, et que chaque excuse est un investissement négatif dans ton propre avenir. Il n'y a pas d'acte de souveraineté plus grand que de cesser de chercher des complices pour tes renoncements. Le jour où tu acceptes que personne ne vient te sauver, cesse d'être terrifiant et devient libérateur. Personne d'autre ne porte tes chaînes, personne d'autre ne paie tes factures. Pose-toi la seule question qui compte. Vas-tu continuer à négocier avec ta propre faiblesse ou vas-tu assumer le prix complet de ta vie? La transformation ne commence pas lorsque le calendrier change. Elle commence lorsque tu décides de porter le poids de tes propres choix. Le pouvoir réside dans l'acceptation de tout, même de ce qui fait mal. Responsabilité totale dès aujourd'hui. Parce que le jour où tu t'appropries tes résultats, tu cesses d'être l'otage de tes excuses. 3. Fais une autopsie honnête de tes échecs. Je vais être honnête, il n'y a rien de plus inconfortable que de s'asseoir pour examiner ses propres échecs quand personne ne t'y oblige et que tout ton instinct crie de chercher une distraction. Il y a des jours, en particulier ceux qui suivent une promesse brisée ou une matinée gâchée, où je préférerais me justifier, chercher des excuses externes, blâmer la fatigue ou même inventer une explication convaincante pour ne pas faire face à ce qui a mal tourné. Mais si je prends le temps d'analyser ce qui m'a réellement freiné année après année, ce ne sont pas les circonstances, ni le manque de soutien, ni le temps, ni l'économie. Ce sont mes propres décisions mal prises, mes habitudes tolérées en silence et surtout ma capacité presque automatique à édulcorer la réalité quand elle me met mal à l'aise. Le plus grand piège n'est pas d'échouer, mais de déguiser l'échec, de le cacher derrière des mots doux ou un faux optimisme. L'autopsie honnête des échecs est un exercice brutal, car elle implique de démonter non seulement le résultat, mais toute la chaîne de petites concessions antérieures, cette négociation interne dans laquelle je sors toujours, d'une certaine manière, innocent dans ma version des faits. Si je prends du recul et que je dissèque un échec concret, une habitude abandonnée, un objectif reporté, une promesse vide, la première chose qui apparaît est le schéma. Ce n'est jamais un accident isolé. Il y a toujours des signaux préalables, de petits renoncements quotidiens qui s'accumulent jusqu'à ce que le poids devienne insupportable. Le mécanisme fonctionne généralement ainsi. Face à l'inconfort, l'esprit active un filtre qui minimise le manque, rationalise la paresse ou reporte l'autocritique avec l'argument que « je vais le revoir plus tard ». Mais ce plus tard arrive rarement. La véritable cause réside dans la tolérance à l'auto-tromperie, dans la capacité à négocier ses propres standards à la baisse. Peu de choses détruisent plus rapidement le caractère que de s'habituer à justifier chaque échec comme s'il était mineur. Ce que tu tolères aujourd'hui, tu le répètes demain, et ce que tu répètes te définit. L'autopsie honnête exige de déconnecter ce filtre et de tout regarder avec brutalité. Où j'ai échoué, quand j'ai commencé à céder, quelle justification je me suis donnée sur le moment, et surtout, quel bénéfice caché j'ai obtenu à ne pas faire d'effort. Ici, le réconfort n'est d'aucune utilité, seule la dissection froide et crue. L'échec n'est pas un accident, c'est une accumulation d'excuses. Si tu répètes le cycle, le résultat ne change jamais. La prochaine étape, encore plus inconfortable, est de retracer la conséquence. Chaque fois que tu permets une incohérence, même petite, tu introduis une fracture dans ton propre respect. Ce n'est pas seulement l'objectif non atteint qui pèse, mais le précédent psychologique. Ton esprit apprend qu'il peut négocier avec tes standards. L'autocritique sans anesthésie révèle que le plus grand dommage de chaque chute ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, à ce point exact où tu cesses de croire en toi-même. Si chaque échec est rapidement couvert ou ignoré, le mécanisme se renforce. C'est ici que tu dois choisir entre le confort de la négation et la discipline de la vérité.
L'autopsie honnête n'est pas une cérémonie de culpabilité, mais un entraînement de rigueur mentale. Le caractère se construit en examinant sa propre faiblesse sans pitié, mais avec l'intention de ne pas répéter le schéma. L'excuse que tu utilises aujourd'hui sera la dette que tu paieras demain. Il n'y a pas d'échappatoire. De cette analyse émergent deux décisions fondamentales. Premièrement, identifier l'échec sans fioriture. Deuxièmement, définir l'action corrective sans attendre que la motivation revienne ou que l'environnement soit favorable. Chaque autopsie est une carte des routes que tu ne dois pas reprendre. L'honnêteté radicale est inconfortable, mais c'est le seul chemin vers la véritable souveraineté personnelle. Si tu ne peux pas faire face à tes échecs, sans les adoucir, sans te victimiser, sans chercher un réconfort facile, tu ne pourras pas non plus construire une discipline solide. Prends la responsabilité de chaque point faible exposé et transforme l'inconfort en base de ta prochaine décision. L'autopsie honnête est le test ultime de maturité. Là où la plupart cherchent refuge dans la négation, le stoïque trouve du matériel pour sa reconstruction. Si tu veux une année différente, commence par démonter, pièce par pièce, la machinerie de ton propre auto-tromperie. 4. Agis en silence, sans chercher d'approbation. Une silhouette se déplace parmi la foule comme si elle n'existait pas, les pas fermes, le regard fixé au sol, évitant le croisement de regards qui cherchent complicité ou le sourire facile qui demande reconnaissance. Dans la main, une petite clé, presque cachée, symbole d'une décision prise en secret. Il y a quelque chose dans cette démarche contenue qui trahit une intention. Elle ne cherche pas d'applaudissements, ne cherche pas de témoins. Elle avance simplement, portant la détermination comme un poids invisible qui se ressent dans la tension des épaules et la sérénité du visage. Le brouhaha autour insiste pour attirer l'attention, pour célébrer chaque geste public, pour transformer tout objectif en un spectacle partagé. Mais celui qui comprend la valeur de l'action silencieuse sait que le vrai travail se construit loin des caméras et des commentaires, là où la seule voix qui compte est la sienne. Agir en silence n'est pas se cacher, c'est choisir le terrain où tes décisions n'ont pas besoin de combustible externe. Chaque fois que tu annonces tes objectifs en attendant des réactions, tu ouvres la porte à une dette émotionnelle. Les yeux des autres deviennent des juges et ta motivation devient l'otage de leurs attentes. L'habitude de publier des intentions est un piège sophistiqué. Elle te récompense avec une dose rapide d'approbation, mais elle te vole la faim d'avancer quand personne ne regarde. Le véritable progrès se produit dans l'ombre des petits actes, dans cette routine inconfortable qui n'a pas besoin de témoins ni d'applaudissements. Quand personne ne célèbre ta discipline, c'est là que le caractère se forge réellement. Le mérite ne réside pas dans la promesse publique, mais dans la constance privée. Observer ceux qui font de l'annonce une habitude révèle un schéma clair. L'enthousiasme initial s'épuise rapidement. L'énergie se disperse en commentaires et en likes, et ce qui semblait être un engagement solide s'effondre dans la première semaine. L'environnement récompense l'apparence d'effort bien avant l'effort réel. C'est pourquoi choisir le chemin de l'action silencieuse est un acte de rébellion contre le bruit de l'époque. Il y a quelque chose d'à peine subversif à se lever tôt, à suivre sa routine, à écrire, à s'entraîner, à lire, à s'améliorer, sans que personne ne le sache, sans photo, sans récit. Le muscle qui s'entraîne en privé est le seul qui ne s'atrophie pas lorsque la motivation disparaît. Fais-le en silence, la discipline n'a pas besoin de témoins. Cette phrase courte suffit à te rappeler que la véritable transformation ne sera jamais un spectacle. Le premier mois de l'année est une scène saturée de promesses publiques, de nouveaux agendas remplis d'intentions, des publications sur des objectifs, des confessions de changements radicaux partagées entre rire et complicité superficielle. L'air sent l'attente, mais en dessous, la plupart ne veut que la sensation d'avancement, pas l'avancement lui-même. C'est pourquoi celui qui choisit de se taire et d'agir construit un avantage silencieux. Pendant que les autres dépensent de l'énergie à maintenir une image,
tu investis chaque minute dans des faits concrets. L'inconfort d'agir sans applaudissements est le filtre qui sépare ceux qui changent réellement de ceux qui ne décorent que la façade. Chaque nuit, pendant que les autres cherchent validation, ta seule question doit être si tu as respecté tes propres standards, pas si quelqu'un l'a vu. La force personnelle se fonde sur des actions que personne n'observe, sur des décisions inconfortables prises sans témoin ni excuse. L'estime de soi ne se fabrique pas avec des éloges extérieurs, mais avec le souvenir des fois où tu as choisi ce qui était difficile quand il était plus facile de céder. Le silence est le terreau fertile de la discipline. Tu n'as pas besoin d'un public pour soutenir tes mouvements. Tu as besoin de cohérence quand tu es le seul témoin. La nouvelle année récompense les discrets, ceux qui travaillent sous la surface, ceux qui transforment chaque jour en un investissement silencieux dans leur propre transformation. Si tu cherches un changement réel, disparais du radar des autres et fais de l'anonymat ton avantage. Il n'y a pas d'applaudissement plus précieux que celui de ta propre conscience quand tu sais que tu as fait ce qu'il fallait, même si personne ne le célèbre. 5. Profite de l'inertie collective à ton avantage. Profite de la stupidité collective où tu seras entraîné par elle. C'est aussi simple que ça, aussi brutal. Janvier est la haute saison de l'auto-tromperie et des promesses vides. Mais c'est aussi le seul moment de l'année où l'environnement, bien que rempli de fausses intentions, déploie une énergie massive vers le changement. Si tu ne comprends pas comment tirer parti de cette inertie, tu seras englouti par le tourbillon des excuses des autres et des tiennes. La plupart jouent à commencer, mais seuls quelques-uns transforment l'élan général en véritable avantage. Pendant que tout le monde partage ses résolutions à voix haute et se dégonfle en silence, tu as l'opportunité d'utiliser le courant à ton avantage, non pas comme une anesthésie, mais comme un accélérateur. Le secret ne réside pas dans le fait de se fondre dans la foule, ni de chercher refuge dans l'enthousiasme collectif, mais d'être brutalement sélectif. Absorbe l'énergie de l'environnement, mais n'adopte pas sa médiocrité. Ne viens pas te justifier en disant que la motivation est un mensonge ou que l'euphorie de janvier est passagère. Bien sûr que c'est le cas, mais seul un idiot refuse de profiter du vent en sa faveur, même s'il sait qu'il s'arrêtera ensuite. Il ne s'agit pas de dépendre de l'environnement, mais de l'exploiter tant qu'il dure, et ensuite de continuer à pédaler quand tout le monde a déjà lâché le guidon. La différence entre avancer et stagner réside dans ce que tu fais, quand tous ceux qui t'entourent commencent à céder. C'est le seuil où se sépare celui qui agit de celui qui fait seulement semblant. Ne te trompe pas, si tu te laisses entraîner dans la même courbe descendante que les autres, ce cycle où tout le monde abandonne au bout de 2 semaines, tu n'as pas le droit de blâmer qui que ce soit d'autre. Tu le savais et pourtant tu t'es laissé emporter. L'inertie collective est un outil, pas une excuse. Tu ne viens pas ici pour attendre que l'environnement te facilite le chemin, mais pour utiliser chaque particule d'énergie ambiante comme levier, sans devenir dépendant d'elle. La plupart ont besoin du bruit extérieur pour se sentir vivant. Toi, tu as besoin de résultats. Vas-tu laisser la fatigue des autres dicter quand tu t'arrêtes? Si l'environnement s'éteint, tu continues. Si la motivation meurt, ta discipline la remplace. Tu n'es pas le produit de la masse, tu es l'architecte de ta force. Ne parle pas, n'explique pas, ne demande pas la permission. Agis pendant que tout le monde se distrait dans l'euphorie et continue quand la fête est terminée et qu'il ne reste que l'écho des promesses non tenues. Cette saison met à l'épreuve ton tempérament. L'environnement t'invite à tomber dans l'auto-apitoiement lorsque la nouveauté s'estompe, à chercher des excuses lorsque la fatigue pèse, à normaliser la médiocrité parce que tout le monde la pratique. N'achète pas ce billet. Chaque fois que tu cèdes au rythme collectif, tu renonces à ton avantage silencieux. Si tu utilises l'inertie externe seulement comme élan initial et que tu lâches ensuite du lest, tu deviens le genre de personne qui n'a pas besoin que le monde soit d'accord pour avancer. La foule endort, la discipline réveille. Choisis l'inconfort de rester debout quand les autres sont déjà assis. Rends-le inconfortable pour toi-même de laisser les choses inachevées.
Rends-le intolérable de suivre la tendance d'abandonner parce que tout le monde le fait. Utilise le démarrage collectif seulement comme carburant, mais n'oublie pas, la véritable course commence quand la foule se disperse et que le silence revient. Là, en l'absence de témoins, tu te définis. Janvier est le filtre, pas le raccourci. Si tu profites de l'inertie collective avec intelligence, tu te places en avant pendant que les autres comprennent à peine que le jeu a déjà commencé. Ne te dilue pas dans la masse. Arrache à tous le seul avantage qu'ils offrent, l'élan initial. Ensuite, le travail est uniquement le tien. 6. Maintiens la discipline quand la motivation meurt. La motivation est une visite fugace. Elle ne reste jamais assez longtemps pour fonder une nouvelle vie sur sa présence. Personne ne veut l'entendre, mais c'est la vérité la plus crue. Si tes progrès dépendent de ressentir de l'enthousiasme ou de l'énergie, tu es condamné à répéter l'abandon dès que l'émotion s'estompe. Le mécanisme interne est toujours le même. Tant que la nouveauté pousse, l'esprit coopère, il s'illusionne même sur son propre potentiel. Mais dès que la fatigue, l'ennui ou le moindre inconfort apparaissent, le filtre de l'auto-justification s'active. À l'intérieur, surgit le conflit essentiel. Une partie de toi exige la continuité. L'autre cherche n'importe quelle excuse pour se débarrasser du fardeau. L'épuisement n'est pas physique, il est mental. C'est le poids de tenir une promesse quand plus personne ne la célèbre, quand la monotonie commence à ronger l'élan initial. Maintenir la discipline dans ce vide de reconnaissance est le véritable filtre du caractère. Soyons clairs, la motivation n'a jamais été une stratégie, c'est à peine un état d'esprit. Et les états d'esprit sont aussi stables que le sable dans la main. Si tu te surprends à négocier avec toi-même chaque matin, si tu remarques que ton esprit commence à te proposer des rabais émotionnels, juste aujourd'hui je me repose, demain je reprends le rythme, j'ai déjà fait assez, c'est parce que l'enthousiasme s'est déjà évaporé et qu'il est maintenant temps de payer le prix réel du changement. La plupart abandonnent à ce seuil, non pas parce que la tâche est impossible, mais parce qu'elle devient insipide, inconfortable, étrangère aux applaudissements. Le calendrier n'a pas de compassion, pas plus que la vie. Personne ne va te rendre les jours où tu as cédé à la paresse juste parce que l'éclat de la nouveauté a disparu. C'est ici que se séparent ceux qui transforment leur identité de ceux qui ne changent que d'agenda. Le mécanisme psychologique est brutalement honnête. Chaque fois que tu restes ferme en l'absence de motivation, tu renforces le muscle de la souveraineté personnelle. Chaque fois que tu cèdes, ton standard descend d'un échelon et ton estime de soi s'affaiblit un peu plus. Maintenir la discipline quand l'enthousiasme meurt, c'est comme payer une dette que personne ne te réclame, mais qui pèse sur la conscience si tu l'ignores. Le véritable changement se produit à ce point de friction, quand l'esprit cherche une issue et que tu décides de la fermer. Ce n'est pas de l'héroïsme ni de l'inspiration, c'est une décision froide. Aujourd'hui, je m'acquitte de ma promesse, non pas parce que je le ressens. Je n'ai pas besoin de motivation, j'ai besoin de cohérence. Le conflit interne lors de ces jours gris révèle qui commande dans ta vie. Si tes actions sont dictées par des émotions changeantes ou par des règles qui ne se négocient pas. L'élan émotionnel peut te lancer, mais seule la discipline te mène à la transformation. C'est l'entraînement quotidien. Se lever quand tu préférerais remettre à plus tard, accomplir quand personne ne regarde, te maintenir quand le monde a déjà oublié ses propres promesses. Les petites décisions inconfortables, répétées en silence, te transforment en quelqu'un qui peut avoir confiance en soi même lorsque l'enthousiasme n'est qu'un lointain souvenir. Fais ce qui est juste, même sans envie. C'est la frontière entre la fantaisie du changement et la réalité de l'amélioration. Chaque fois que tu maintiens la discipline sans motivation, tu crées un fossé entre ce que tu étais et ce que tu peux devenir. C'est le travail invisible qui, avec le temps, fait que la difficulté devient naturelle et que la constance cesse d'être une lutte pour devenir une partie de ton identité. Quand tu comprends cela, tu cesses de dépendre du calendrier, de l'euphorie collective ou de la reconnaissance externe.
tu n'es plus otage de tes états d'esprit. La seule chose qui te soutient, c'est ta parole. Et cela suffit. La discipline est le contrat silencieux que tu signes avec toi-même quand personne d'autre ne regarde. C'est la seule garantie que lorsque la motivation mourra, et elle meurt toujours, tu continueras d'avancer. 7. Définissez des règles internes non négociables. Vous vous tenez devant le réfrigérateur, la porte entrebâillée, la lumière blanche illuminant la cuisine silencieuse alors que tout le monde dort. Vous avez dit qu'après le dîner, vous ne prendriez que de l'eau, qu'il n'y aurait plus de permis, que c'était votre nouvelle règle. Mais vous êtes là, en train de négocier. Un biscuit, juste un, demain je compense. Le mécanisme est presque automatique. L'esprit cherche la faille par où s'introduire, fabrique des exceptions, rationalise la petite trahison. Et ce même schéma se répète sur le téléphone vérifié à minuit, lors de l'entraînement sauté par fatigue, dans l'excuse répétée de « je commence sérieusement lundi ». Si vous analysez froidement, vous verrez que l'absence de règles internes solides est la principale raison pour laquelle vos intentions s'évanouissent avant la deuxième semaine. Sans des normes non négociables, tout élan se dilue à la première contrariété et votre respect de soi en paie le prix. Les règles internes non négociables ne sont pas de belles phrases ni des intentions vagues. Ce sont des limites claires qui ne se brisent pas, même lorsque personne ne regarde. L'objectif n'est pas de devenir rigide ou inflexible, mais de créer un cadre mental qui réduit la fatigue de décider à chaque étape, éliminant l'option de céder à la tentation du moment. Quand l'esprit sait qu'il y a des lignes à ne pas franchir, l'énergie qui était auparavant gaspillée dans des négociations internes est libérée pour ce qui compte vraiment: agir. Sans ces règles, chaque décision devient une bataille, et la fatigue de tant de micro-décisions vous rend vulnérable juste au moment où vous avez le plus besoin de fermeté. C'est un mécanisme de protection contre votre propre auto-tromperie. Un filtre qui sépare ce que vous avez promis de ce que vous tolérez réellement. L'erreur commune est de compter sur la volonté comme si c'était une ressource inépuisable. Mais la réalité est autre. La volonté fluctue, la motivation s'éteint et l'environnement coopère rarement. La seule chose stable est le système de règles internes que vous décidez de respecter sans exception. C'est pourquoi le véritable progrès ne dépend pas d'avoir des jours parfaits, mais d'avoir des normes non négociables les jours imparfaits. Votre parole envers vous-même est le seul contrat qui compte. Cette phrase est simple, mais elle renferme toute la logique du stoïcisme. Vous pouvez décevoir n'importe qui, sauf la version de vous-même qui décide froidement et agit avec passion. La conséquence de ne pas avoir de règles est prévisible. Chaque fois que vous cédez, votre caractère s'érode. Ce n'est pas le biscuit, ni l'alarme repoussée, ni l'entraînement manqué. C'est le précédent interne que vous laissez installer. Le cerveau apprend vite quel est votre véritable standard et il le reproduit. La mise en œuvre exige de la rigueur et du détail. Un simple « je vais mieux manger » ou « je vais faire de l'exercice » ne suffit pas. Une règle non négociable est concrète. Je ne mange pas après 8 heures. Je ne consulte pas mon téléphone avant de prendre ma douche. Je ne me couche pas sans avoir respecté ma routine minimale, même si c'est inconfortable. Le truc est de concevoir peu de règles, mais strictes. Trop de normes dispersent l'attention et finissent par s'effondrer en chaîne. Peu, strictes et respectées quoi qu'il arrive. Ici, il n'y a pas de place pour des exceptions déguisées en auto-soin. Chaque exception est une fracture dans la structure. Mieux vaut une seule règle respectée à la lettre que 10 promesses brisées chaque semaine. Le processus est direct. Définissez la ligne, répétez-la chaque jour, respectez-la dans toutes les conditions. Lorsque l'esprit commence à négocier, rappelez-vous la seule question valable. Quel type de personne veux-je être quand personne ne regarde? La réponse n'admet pas de rabais. La discipline est une question d'identité, pas de motivation. Ainsi, lorsque vous arriverez à ce moment inconfortable, la nuit devant le réfrigérateur, le téléphone brillant dans l'obscurité, la tentation de céder, vous ne serez plus en train de décider, vous serez juste en train de confirmer la personne que vous vous efforcez de devenir.
La différence est faite par ces règles invisibles qui soutiennent votre comportement lorsque la motivation est partie et que l'environnement n'applaudit pas. Si vous voulez une année différente, commencez par définir les lignes internes que vous ne franchirez pas, puis respectez-les comme si votre vie en dépendait. Parce qu'au niveau du caractère, c'est exactement cela. 8. Réalisez une action difficile chaque jour. Je l'admets, il y a des jours où je me réveille, et la première chose que je ressens est une résistance silencieuse, une sorte de lourdeur dans la poitrine quand je pense à la tâche que je crains le plus d'affronter. Cela peut être aussi simple qu'une conversation inconfortable que je remets à plus tard, un appel qui pèse à cause de tout ce qu'il implique, l'entraînement que je déteste parce qu'il révèle à quel point je suis encore faible, ou m'asseoir pour écrire cette page qui ne coule pas et qui expose toutes mes limites. Le corps le sait avant l'esprit. La gorge se serre un peu, la mâchoire se tend. Les pensées cherchent une issue, n'importe quelle excuse pour retarder l'affrontement. Ce n'est pas de la peur au sens classique, c'est le reflet appris d'éviter tout ce qui exige un effort hors du commun. Mais si je laisse ce mécanisme dominer, la journée m'échappe dans des engagements mineurs, dans de petites tâches qui ne servent qu'à éviter la seule action qui pourrait vraiment faire avancer les choses. Ce qui est le plus difficile apparaît toujours en premier dans la liste mentale, mais reste souvent non coché, et cela constitue une fracture quotidienne dans le respect de soi. Il ne s'agit pas d'un grand exploit, ni de promettre des révolutions personnelles chaque matin. Je parle d'une seule action, concrète, inconfortable, qui chaque jour défie le muscle de la volonté. Le principe est brutal. Le changement ne se construit pas avec des intentions douces, mais en accumulant de petites victoires sur la partie de soi qui cherche toujours refuge dans la facilité. La journée se divise entre ce que vous voulez faire et ce que vous devez faire, et presque toujours, ce qui vous coûte le plus est ce qui vous transforme le plus. Le problème est que le cerveau apprend vite à négocier. Il vous murmure que ce n'est pas le bon moment, que demain vous aurez plus d'énergie, que ce n'est pas grave si vous remettez à plus tard. Mais chaque fois que vous cédez, vous renforcez la programmation de l'évasion. Faites une chose difficile par jour et vous verrez de quoi vous êtes fait. C'est la phrase que je me répète quand le confort veut me séduire. La scène est simple. La liste des tâches sur la table, le téléphone à portée de main, la respiration un peu plus courte quand vous regardez la tâche que vous évitez. Parfois, il suffit de mettre ses baskets pour aller courir. D'autres fois, c'est d'écrire le premier paragraphe, de composer ce numéro, de dire à voix haute ce que vous gardez silencieux depuis des jours. Il n'y a pas d'épopée, juste une gêne palpable. Le pouls s'accélère, la sueur apparaît dans les paumes. L'esprit propose des alternatives plus simples, répondre aux emails, nettoyer la maison, vérifier les messages, mais vous savez que ce sont des distractions. Le moment clé est cette seconde entre décider et agir, où tout votre système interne veut reculer. Si vous parvenez à franchir ce seuil, même une seule fois par jour, vous démontez l'habitude de fuir. Vous n'avez pas besoin de faire 10 choses héroïques, juste une qui vous dérange vraiment. La différence entre ceux qui construisent une année différente et ceux qui répètent le cycle de l'abandon se trouve juste là, dans la capacité à choisir le chemin inconfortable chaque jour, sans attendre de vous sentir prêt. Parce qu'il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, ni de collectionner des actions parfaites. Il s'agit de défier l'auto-tromperie, de vous prouver que vous pouvez exécuter ce qui vous déplaît le plus, même en dose minimale. Chaque jour où vous réalisez une action difficile, vous devenez quelqu'un un peu moins gouverné par la paresse, un peu plus maître de votre destin. L'inconfort est le prix de votre souveraineté. L'action inconfortable est le nouveau standard du respect de soi. Ce n'est pas un slogan motivationnel, c'est la seule garantie que l'année ne vous échappera pas entre des excuses élégantes et des justifications raisonnables. Si aujourd'hui vous décidez de cocher la tâche la plus difficile, même si la voix tremble, même si le corps proteste, vous aurez fait en une seule action ce que la plupart des gens ne parviennent pas à faire en un mois, briser l'habitude de fuir de vous-même.
Cela et seulement cela est le véritable début de toute transformation. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Il y a des gens qui ne cherchent pas la vérité, ils cherchent seulement à contrôler. Ils n'élèvent pas la voix, ils ne frappent pas la table, leur arme est la question déguisée, le questionnement qui cherche à te faire vaciller. T'es-tu déjà surpris à expliquer des choses que tu ne devrais pas avoir à expliquer, à justifier des pensées, des décisions ou des soupçons simplement parce que quelqu'un, avec un sourire répété, te l'a demandé? C'est le piège subtil du manipulateur. Il ne t'attaque pas de front, il te fait douter de ta propre perception, il te soutire des informations pour les utiliser contre toi, il te charge de culpabilité qui ne sont pas les tiennes ou il t'invite à l'oubli, comme si le poids du mensonge pouvait être effacé d'un geste. Cette capacité à déformer la conversation est un mécanisme aussi ancien que le mensonge lui-même, et pourtant nous continuons à tomber. On nous a appris à répondre, à être poli, à justifier ce que nous ressentons, mais personne ne nous forme à détecter quand une question est un hameçon et non une recherche sincère. Le stoïcisme enseigne que le premier terrain que nous devons protéger est notre esprit, la clarté et le pouvoir, le contrôle émotionnel et le bouclier. Tu n'es pas responsable de porter la manipulation d'autrui. Aujourd'hui, tu vas apprendre à identifier les questions qui cherchent à gouverner ta volonté et à répondre avec force, pas avec soumission. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de plier ton jugement avec une phrase déguisée en innocence, tu te souviendras de ceci: ton esprit est à toi, ne le donne pas par courtoisie. Il faut être prêt à couper le fil invisible de la manipulation avant qu'il ne te lie. Reconnais les questions qui cherchent à te manipuler. La manipulation ne crie pas toujours, parfois elle ne fait que murmurer une question. Observe attentivement quand quelqu'un te confronte avec « Pourquoi penserais-tu cela ?» Le geste est souvent accompagné de sourcils légèrement arqués, d'une légère inclinaison vers l'avant, comme s'il cherchait à te lire, comme si le poids de cette question était le tien et non le leur. Ce n'est pas une curiosité innocente, c'est une tactique de diversion. À ce moment-là, la conversation ne porte plus sur les faits, mais sur tes motivations, ta capacité de perception, ton droit de douter. Tu sens la pression s'accumuler dans ta poitrine, comme si tu devais justifier chaque pensée que tu as. C'est ici que ta clarté mentale est mise à l'épreuve, ne cède pas ce terrain. Le véritable contrôle commence lorsque tu reconnais que cette question ne cherche pas des réponses, mais des faiblesses. Le silence est aussi une réponse puissante. Ensuite vient la tentative d'extraction d'informations. Qui t'a dit ça? Il ne s'agit pas de la vérité, mais de tracer des lignes, d'identifier des menaces, d'isoler. Observe le changement dans les yeux, le léger durcissement de la mâchoire, la tension dans les épaules. Ils veulent des noms, ils veulent des voies d'accès, ils veulent savoir où se trouve la fuite dans leur réseau de mensonges. Tu n'as pas à livrer personne ni à expliquer tes sources. L'intégrité consiste précisément à ne pas exposer les autres pour te sauver toi-même. Lorsque tu gardes la bouche fermée face à cette question, tu deviens un mur. Les menteurs détestent les murs, ils préfèrent les portes ouvertes. La confiance se gagne dans le silence bien placé. Ensuite, la manipulation émotionnelle se manifeste par une phrase déguisée en préoccupation. « Veux-tu vraiment gâcher tout ça ?» Ici, le ton devient généralement plus doux, presque paternaliste. Le corps se penche vers toi, les mains cherchent le contact ou soulignent la gravité supposée de la situation. C'est une accusation déguisée. Soudain, le poids de la culpabilité veut s'installer dans ta conscience. Le message est clair. Si tu insistes, c'est toi qui détruis, pas eux avec leurs mensonges. N'achète pas cette dette émotionnelle. La culpabilité des autres est un fardeau qui ne t'appartient pas. Répète-toi, je n'accepte pas les charges injustes. C'est une phrase courte, mais elle te redonne le contrôle. Personne n'a le droit de manipuler ton sens de la responsabilité pour cacher sa vérité.
Enfin, l'évasion déguisée en réconciliation, ne pouvons-nous pas simplement oublier tout cela? L'air devient dense, les sourires forcés tentent d'adoucir une fracture réelle. Tu remarques les mains agitées, les yeux qui évitent le contact direct, la hâte de passer à autre chose. Oublier n'est pas guérir, c'est balayer sous le tapis. Chaque fois que tu acceptes cette proposition, la dette émotionnelle grandit. L'esprit stoïcien ne craint pas le conflit nécessaire. Affronter la vérité coûte, mais céder coûte plus. Ça coûte du caractère, ça coûte de la dignité, ça coûte de la tranquillité future. Ne te précipite pas pour fermer des chapitres sans les avoir lus en entier. Reconnaître ces questions, les voir pour ce qu'elles sont vraiment, c'est un entraînement mental. C'est apprendre à filtrer, à distinguer entre le dialogue et la manipulation, entre la préoccupation authentique et la stratégie de contrôle. La prochaine fois que tu remarques une question suspecte, ne réponds pas immédiatement. Observe, ressens le poids, reconnais le mécanisme. C'est là que commence la véritable liberté, en détectant le piège avant de le piétiner. La meilleure défense est un esprit éveillé et une volonté ferme. Personne ne peut te faire douter de toi-même sans ton permission. 2. Ne pas expliquer ce que tu ne devrais pas justifier. Personne ne te doit d'explication pour exister, et tu n'as pas non plus à justifier qui tu es ou ce que tu penses. Voici la dure réalité, chaque fois que tu cèdes à la pression de te justifier, tu ouvres la porte à quelqu'un d'autre pour gérer ta dignité. Tout ce qu'on te demande ne mérite pas de réponse et encore moins d'explication. Le jeu de la manipulation commence lorsque tu acceptes la prémisse que tu dois rendre compte de chaque pensée, de chaque soupçon, de chaque doute légitime qui traverse ton esprit. Le mécanisme est clair: si on réussit à te mettre sur la défensive, on te coince dans un espace mental où tu as besoin de prouver que tu as le droit de ressentir ce que tu ressens ou de penser ce que tu penses. C'est le moment où tu perds le contrôle du dialogue et pire encore de ton propre récit interne. Du point de vue de la psychologie profonde, on comprend que la compulsion à expliquer naît du besoin d'approbation et de l'illusion de sécurité. On nous éduque à croire que donner des explications est synonyme d'honnêteté. Mais dans le domaine de la manipulation, expliquer devient un piège. Le manipulateur cherche à ce que tu te justifies pour trouver des failles. Plus tu parles, plus tu es exposé. Chaque explication est une information gratuite qui peut être utilisée contre toi, reformulée, réinterprétée ou même stockée pour te faire pression plus tard. C'est pourquoi la stratégie stoïcienne s'oppose à la racine: choisis avec précision ce que tu expliques et ce que tu ne fais pas. Seul l'essentiel mérite d'être partagé, le reste est du matériel sensible qui protège ton intégrité. Distinguer entre ce que tu dois expliquer et ce que tu ne dois pas est une question d'autorité. Tout ce qu'on te demande n'est pas légitime. Toute question ne mérite pas une réponse détaillée. Demande-toi ce qu'ils cherchent avec cette demande d'explication. Veulent-ils une véritable compréhension ou cherchent-ils une vulnérabilité à attaquer? L'analyse honnête indique que dans des environnements manipulateurs, la justification constante devient un drain émotionnel. Tu finis par être épuisé, doutant de ton propre jugement, cédant du terrain sans que l'autre ait prouvé qu'il le mérite. La meilleure défense ici est de tracer des limites mentales claires. Je n'explique pas ce que je ne dois pas justifier. Cette phrase est une armure et un rappel. Répète, je ne justifie pas ce qui est légitime en moi. Quand tu arrêtes de te justifier pour chaque pensée, tu récupères de l'énergie. Tu arrêtes d'investir dans la défense de tes perceptions et tu commences à investir dans ton propre développement. Défendre ton droit à la réserve, au silence, au mystère même, est un acte de maturité. Celui qui a besoin que tu expliques tout le temps ne cherche pas la connexion, il cherche le contrôle. Celui qui respecte tes silences respecte ton autonomie. Il y a ceux qui confondront ta fermeté avec de l'arrogance, mais c'est simplement de la clarté. Ne t'épuise pas à clarifier ce que l'autre ne veut pas comprendre de bonne foi. L'honnêteté n'est pas synonyme d'exposition totale. Protéger ton espace interne est une priorité, pas un caprice. Le stoïcisme nous rappelle que ce qui ne dépend pas de toi ne doit pas te perturber. Expliquer ce qui n'est pas nécessaire, c'est laisser ta paix entre les mains des autres. Fais l'exercice pratique, la prochaine fois que tu ressens la pression de te justifier, arrête-toi.
Respire. Demande-toi si l'explication est vraiment nécessaire ou si elle n'est qu'un outil pour que l'autre prenne l'avantage. Coupe la chaîne des justifications inutiles. La clarté ne se démontre pas en expliquant, mais en restant cohérent avec tes valeurs. Personne ne peut te manipuler si tu ne donnes pas tes clés. La fermeté de ton silence est une protection, pas une faiblesse. Souviens-toi, celui qui contrôle ses explications, contrôle son destin. 3. Ne donne pas d'informations à celui qui la déforme. Je ne vais pas adoucir cela, le plus destructeur n'est pas le mensonge d'autrui, mais l'impulsion de lâcher des informations à celui que tu sais déjà qu'il va les utiliser contre toi. Il y a une partie en nous qui veut croire que cette fois-ci sera différente, que l'autre écoutera avec honnêteté, que si tu expliques suffisamment, si tu montres tes cartes, tu obtiendras justice ou même respect. Cette partie est naïve, et cette naïveté coûte cher. Ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est le piège interne de vouloir que le monde soit juste alors que tu as déjà des preuves qu'il ne l'est pas. Le conflit n'est pas seulement externe, c'est la lutte interne entre ton désir d'être compris et la réalité froide que face à certaines personnes, chaque mot que tu cèdes est une arme que tu retournes et aiguisée contre toi-même. Quelqu'un qui déforme ce que tu dis n'a pas besoin de beaucoup pour te retourner, il lui suffit d'un fait, d'une phrase incomplète, d'un moment de faiblesse. Le mécanisme est évident quand tu oses le regarder en face, tu parles, l'autre écoute avec cette fausse attention, le regard mi-clos qui n'absorbe pas pour comprendre mais pour réinterpréter. Ensuite, les mots que tu as donnés reviennent déformés, utilisés pour mettre en doute ton caractère, manipuler ton image ou semer le doute sur ton intention. L'erreur est de penser que plus d'explications résoudront le problème, tout ce qu'elles font est de nourrir la distorsion. À ce stade, tu le sais, tout ce que tu racontes sera utilisé pour te discréditer, jamais pour se rapprocher de la vérité. Tu ne peux pas négocier avec quelqu'un qui joue à tordre les faits. La confiance n'est pas de la naïveté, c'est du calcul froid. Si quelqu'un a déjà prouvé que ta vérité ne lui sert que de matière à mélanger et à déformer, qu'est-ce qui te fait penser que la prochaine fois il ne fera pas la même chose? Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de l'entraînement. Il faut arrêter de se justifier devant ceux qui ne cherchent pas à comprendre, mais à tirer profit. L'auto-illusion la plus dangereuse est de croire que l'autre changera si tu es suffisamment clair. Ça ne va pas arriver. Les menteurs professionnels vivent du matériel que tu leur donnes, ils construisent toute leur narration à partir de ce que tu lâches sans filtre. Chaque fois que tu tombes, le prix est ta tranquillité. Essaye de te rappeler combien de fois tu as fini par défendre ce que tu n'as jamais dit, à clarifier ce que tu n'as jamais pensé, pris au piège dans des disputes où l'enjeu n'est pas la réalité, mais la version tordue que l'autre construit avec tes propres mots. La vulnérabilité mal gérée est un luxe coûteux. Tout le monde ne mérite pas ton ouverture. Protéger tes informations n'est pas de la méfiance pathologique, c'est du respect pour ta propre valeur. La fermeté commence quand tu arrêtes de nourrir le prédateur avec ta transparence. Le silence n'est pas de l'évasion, c'est de la stratégie. Tu n'as pas à te soumettre à des interrogatoires émotionnels, ni à donner des détails sur tes pensées, plans ou relations à quelqu'un qui a déjà prouvé qu'il déforme tout ce qu'il reçoit. Il y a des personnes qui ne cherchent pas le dialogue, seulement du matériel pour manipuler. Coupe la source. Une fois que tu comprends cela, la décision devient simple, bien que inconfortable, tu arrêtes de parler là où il n'y a que de la distorsion. Il ne s'agit pas de vivre sur la défensive, mais de filtrer avec précision. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à tes vérités. L'information et le pouvoir, ne donne pas tes clés. Ce que tu donnes sans filtre, tu le perds pour toujours. Reste ferme, même si on t'accuse d'être froid ou distant. Je préfère le froid de l'autodéfense à la naïveté qui te laisse exposer. Il ne s'agit pas de se taire par peur, mais de se taire par intelligence. Le respect de soi commence quand tu arrêtes d'expliquer ce que l'autre ne veut pas comprendre, et que tu prends soin du prix de tes mots comme tu prends soin du prix de ta paix. 4. Ne porte pas de culpabilité qui ne te revienne pas. Traîner une culpabilité étrangère est comme marcher avec les poches pleines de pierres que tu n'as pas choisies.
Tu ressens le poids, mais tu ne te souviens pas quand ni pourquoi tu as commencé à les ramasser. Le plus curieux est que la majeure partie de ce fardeau ne correspond même pas à tes propres erreurs, mais à celles que d'autres ont soigneusement déposées dans tes mains, sous le déguisement de l'inquiétude, de la déception ou de la responsabilité partagée. Il y a un mécanisme invisible, mais dévastateur, qui se met en marche lorsque tu permets que les paroles d'un autre sèment le doute sur ta valeur ou ton droit de questionner. Il ne s'agit pas seulement de la phrase directe, mais de l'écho qu'elle laisse dans ton esprit, une sorte de dette émotionnelle qui signe ton nom sans ton consentement. La culpabilité est un outil puissant pour le manipulateur, car il n'a pas besoin de preuves ni d'arguments, il lui suffit de suggérer que ton action, ton doute ou ton refus a mis en danger quelque chose de précieux. Ainsi, tu deviens le porteur d'un fardeau qui n'est pas le tien, et tu commences à ajuster tes pas pour ne rien briser, bien que le véritable dommage ait été fait avant même que tu n'entres en scène. Reconnaître quand la culpabilité est légitime et quand elle est une marchandise étrangère nécessite un degré d'auto-honnêteté brutale. Il y a un réflexe presque automatique, appris depuis l'enfance, qui nous pousse à revoir chaque décision, chaque mot, à la recherche de notre propre erreur avant de regarder l'intention de l'autre. Cette tendance à l'auto-accusation est le terrain fertile où germe la manipulation. Le menteur astucieux le sait, et en profite, il se faufile par la porte de ton auto-exigence, sème l'idée que tu aurais pu faire mieux, que peut-être ton doute est destructeur, que ton refus de céder est le véritable problème. Mais ici, la psychologie profonde nous oblige à nous arrêter et à regarder en face. Est-ce vraiment à toi de réparer ce que tu n'as pas provoqué? C'est la seule question qui compte. Le reste n'est que du bruit conçu pour te faire perdre en clarté. La culpabilité étrangère se camoufle en phrases douces, en attentes tacites, en regards qui demandent des explications sans le dire. Elle commence comme un léger inconfort et se termine comme une fracture de ton estime de soi, car chaque fois que tu acceptes ce fardeau, tu renforces l'idée que ton jugement est moins valable que le confort ou l'image de l'autre. Le problème n'est pas de ressentir de la culpabilité. Le problème est de la ressentir pour ce que tu n'as pas fait, pour ce qui ne t'appartient pas, pour ce que tu ne peux pas contrôler. L'entraînement stoïcien consiste à filtrer, à analyser avec précision de chirurgien si la culpabilité que tu ressens provient d'une véritable faute ou d'une manipulation bien exécutée. Lorsque tu apprends à identifier la différence, tu récupères du terrain. Lorsque tu refuses de porter les culpabilités étrangères, tu commences à vider tes poches pour pouvoir avancer sans fardeau. C'est ici que ta maturité émotionnelle est mise à l'épreuve. Ne pas porter de culpabilité qui ne te revienne pas est un acte de défense de soi, pas d'égoïsme. Certains t'accuseront d'être insensible, de froid, de ne pas comprendre la valeur des relations, mais toute relation saine se construit sur la clarté et la responsabilité, pas sur le chantage émotionnel. Je n'accepte pas les culpabilités qui ne sont pas les miennes. C'est une ligne de feu et de dignité. Souviens-toi de cela chaque fois que tu te sens tenté de céder au discours du sacrifice unilatéral. Le respect de soi commence lorsque tu refuses l'invitation à être le bouc émissaire des erreurs et des peurs d'autrui. Laisser le fardeau à sa place n'est pas abandonner, c'est choisir de ne pas hypothéquer ta paix pour couvrir des dettes émotionnelles que tu n'as pas signées. La véritable liberté, à ce stade, n'est pas l'absence de culpabilité, mais la capacité de la purifier, de distinguer entre ce qui est propre et ce qui est imposé. Il faut entraîner le muscle de la responsabilité réelle, pas celui de la culpabilité automatique. Chaque fois que tu refuses de porter ce qui n'est pas à toi, tu renforces ton caractère et récupères de l'énergie pour ce qui dépend de toi. Accepter les culpabilités étrangères, c'est renoncer à ton droit à la vérité. Protège-toi de la manipulation la plus silencieuse, celle qui te fait douter de ta valeur en échange d'une fausse harmonie. Tout ce qu'on te propose comme dette n'est pas à toi. Je ne suis pas un dépôt de culpabilité étrangère. Garde cette phrase. C'est la clé pour avancer plus léger, pour sortir du cercle et marcher, enfin avec une démarche assurée. 5. Garde ton calme face aux tentatives d'évasion. Un café à moitié terminé, la table avec des traces de doigts sur le verre, l'horloge avançant lentement sur le mur d'un bureau quelconque.
Quelqu'un te regarde, cherche ton attention tout en fouillant dans son sac ou en regardant son portable. Tu as souligné une contradiction, une donnée qui ne correspond pas, et l'atmosphère se tend pendant quelques secondes. Le visage de l'autre change, le regard devient fuyant, les mains bougent plus que d'habitude, un sourire forcé apparaît pour cacher le malaise. Soudain, la conversation tourne, mieux vaut laisser tomber, ça ne vaut pas la peine de continuer à discuter. Pourquoi t'accroches-tu autant à ce sujet? Ou le classique, je n'aime pas me battre, parlons d'autre chose, d'accord? La tentative d'évasion est aussi palpable que le silence qui s'installe ensuite. Il n'y a pas de réponse claire, seulement une hâte de clore le sujet sans le résoudre. À ce moment-là, le cœur peut s'accélérer, la mâchoire se tend, et la tentation d'insister, d'exiger des explications, de chercher une réponse claire là où il n'y a que des évasions. Mais là, juste là se creuse la faille par laquelle s'infiltre la manipulation. On ne t'invite pas à la paix, on te pousse à l'oubli forcé. La gestion de l'évasion n'est pas un jeu d'intelligence, mais un test de maîtrise de soi. L'autre veut que tu perdes ton calme, que l'inquiétude te fasse trébucher, et que tu finisses par céder, acceptant que la conversation meure sans vérité. Le plus facile est de se laisser emporter par l'impulsion, et de monter le ton, de laisser la frustration prendre les rênes, et d'exiger ce qui ne va pas arriver. Mais chaque fois que tu tombes dans ce piège, tu t'épuises, tu investis de l'énergie dans une bataille perdue avant de commencer, et l'évadeur gagne du terrain. Rester serein ne signifie pas se résigner, ni se laisser piétiner. Cela signifie savoir identifier le moment exact où l'évasion devient une tactique et non une simple gêne. Lorsque tu le détectes, respire profondément, sens comment l'air apaise la pression dans ta poitrine. Ton autocontrôle est ton bouclier, un esprit tranquille est impossible à manipuler. Observe les détails, le mouvement des yeux, la façon dont il évite ton regard, la rapidité avec laquelle il change de sujet ou introduit une blague pour adoucir l'atmosphère. Tout est conçu pour diluer le focus. L'objectif est que tu te distrais, que tu baisses la garde, que par fatigue ou par désir d'éviter le conflit, tu acceptes la clôture en faux. Ici, la fermeté est la clé. Tu n'as pas besoin de hausser la voix ni de prolonger la discussion jusqu'à l'épuisement. Il suffit de faire clairement comprendre, de manière simple et percutante, que tu reconnais la tentative d'évasion et que tu ne la cautionnes pas. Une phrase courte peut faire la différence, le sujet reste en suspens. Ce n'est pas une menace, c'est une déclaration de principe. C'est laisser entendre que ton attention ne se disperse pas facilement. L'entraînement stoïcien ici ne consiste pas à devenir de pierre, mais à apprendre à résister à la tentation de se battre sur le terrain de l'autre. Il y a un espace interne que tu dois protéger, le calme qui te permet de ne pas réagir, mais de répondre, de ne pas accuser, mais d'affirmer ton propre critère. L'évasion de l'autre ne t'affecte que si tu perds ton axe et laisses l'anxiété prendre le contrôle de tes décisions. L'autre peut éviter la vérité, mais c'est toi qui décides si tu participes à ce jeu ou si tu conserves ta clarté. Maintenir le calme est la véritable force. L'autocontrôle est une résistance active, pas une passivité déguisée. N'aie pas peur du silence qui suit une évasion. Dans cet espace, ton caractère se forge. Celui qui évite révèle plus qu'il ne le pense, celui qui garde son calme conserve le pouvoir sur lui-même. Si tu cèdes à la hâte de résoudre, tu offres ta paix. Si tu maintiens la sérénité, tu marques le rythme. Ton calme est ta frontière. Ne te laisse pas entraîner sur le territoire de la confusion. L'évasion perd de sa force face à une présence ferme et tranquille. Il ne s'agit pas de gagner la discussion, mais de ne pas te perdre toi-même dans la tentative. Lorsque tu gardes ton calme, l'autre reste seul avec son silence. Toi, en revanche, tu conserves le contrôle de ta dignité et de ta direction. Si, répondez brièvement et sans donner de détails supplémentaires. La brièveté est une arme de précision. Celui qui maîtrise l'art de répondre brièvement se protège de l'épuisement et de la manipulation. Car chaque mot inutile est un matériau que le menteur peut transformer en munition contre vous. Analysez le mécanisme face à une question manipulatrice, l'esprit tend à se justifier, cherche à combler les vides avec des détails, des éclaircissements, des nuances. Cette réaction automatique nourrit l'autre, lui donne des indices sur vos insécurités, vos motivations,
votre besoin de validation. En revanche, une réponse brève agit comme un filtre, elle ne laisse pas passer ce que vous ne souhaitez pas partager, elle marque une limite invisible et oblige l'autre à montrer ses véritables intentions. La longueur de votre réponse détermine combien d'énergie vous perdez et combien d'informations vous donnez. Ce n'est pas un simple conseil de communication, c'est une stratégie de défense psychologique. Quand vous êtes confronté à une question conçue pour vous détourner, extraire des informations ou vous faire douter, l'impulsion de vous justifier est presque un réflexe. Vous voulez expliquer, clarifier, montrer votre bonne foi. Mais voici le piège. Le menteur ne cherche pas votre vérité, il cherche l'angle où vous êtes le plus vulnérable. Plus vous parlez, plus il est facile de manipuler vos mots, de les sortir de leur contexte, de construire une narration à leur avantage en utilisant vos propres détails. C'est pourquoi la réponse concise est un acte de contrôle. Répondre avec le minimum nécessaire ne vous rend pas froid ni évasif, cela fait de vous le maître de votre information et de votre paix. Il ne s'agit pas de répondre par monosyllabe à tout le monde, mais de calibrer cette personne mérite-t-elle l'accès à mes nuances, ou une simple affirmation neutre suffit-elle? Chaque fois que vous choisissez de ne pas donner de détails, vous vous épargnez le coût d'explications futures inutiles. La brièveté préserve votre énergie. La valeur de la réponse courte se multiplie lorsque vous êtes confronté à quelqu'un qui insiste, qui cherche à en savoir plus, qui brandit la curiosité comme un déguisement de contrôle. Ici, la fermeté se mesure non seulement en mots, mais aussi dans la clarté avec laquelle vous maintenez votre position. Un « c'est tout ce que j'ai à dire » est une ligne emblématique. Elle coupe la chaîne de la manipulation. L'autre peut insister, peut feindre l'incompréhension ou essayer de vous pousser à vous étendre, mais votre limite est déjà marquée. En pratique, chaque fois que vous contenez l'impulsion d'expliquer davantage, vous entraînez le muscle de l'autocontrôle. L'esprit analytique reconnaît que tous les vides n'ont pas besoin d'être comblés, que le silence et la concision sont des outils de protection, pas des signes de faiblesse. Protéger vos détails, c'est protéger votre histoire. La brièveté ne signifie pas rigidité ni fermeture absolue. C'est une question d'économie émotionnelle, vous n'investissez que ce qui est nécessaire, vous réservez le reste pour vous. Comprendre cela évite l'épuisement des conversations circulaires, des dialogues interminables, où l'autre ne cherche qu'à ouvrir des fissures dans votre confiance. Une réponse brève est un mur bien placé, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'autodéfense consciente. Parlez peu, observez beaucoup. Cette phrase résume l'attitude stoïcienne face à la manipulation. Il ne s'agit pas de se méfier de tout le monde, mais d'identifier quand la curiosité est un piège et quand elle est authentique. L'analyse stratégique vous mène à une conclusion simple. Moins vous donnez de détails, moins vous cédez de pouvoir. La brièveté est une protection. La protection est un respect de soi. Au fond, répondre brièvement est une déclaration de principe. Elle définit qui gère vos informations, qui a accès à vos pensées, et quel prix vous êtes prêt à payer pour votre tranquillité. Personne ne valorise ce qu'il obtient sans effort. Si vos réponses sont toujours longues, explicatives et chargées de justifications, vous communiquez la vulnérabilité et ouvrez des portes qui sont ensuite difficiles à fermer. En revanche, lorsque vous répondez avec précision et gardez le reste pour vous, vous vous ancrez dans votre propre axe. L'information que vous ne donnez pas est celle qui ne peut pas être déformée. Répondez brièvement, restez ferme et souvenez-vous, le contrôle commence lorsque vous décidez combien vous partagez et combien vous taisez. 7. Protège tes limites, même dans la conversation. La réalité est brutale, si tu ne protèges pas tes limites, personne ne viendra le faire pour toi. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent sur le respect et l'honnêteté, mais à la fin, chaque fois que tu permets qu'une conversation dépasse ce qui te semble sain, ton silence devient complice de l'abus. Ne te trompe pas, la manipulation entre par la porte que tu laisses ouverte, pas par la force. C'est ton propre manque de clarté qui leur donne la permission d'avancer. Ici, le discours de l'empathie infinie ou le conte de mieux vaut ne pas faire de vagues ne vaut rien. Si tu te tais quand tu devrais dire stop, c'est toi qui subventionnes le mensonge. Il n'y a pas de neutralité dans une conversation où tes limites sont mises à l'épreuve, soit tu te défends, soit tu te rends. Point. Chaque fois que quelqu'un te met la pression, te sonde ou essaie de déplacer tes frontières avec des questions inconfortables,
Ce qui est en jeu n'est pas seulement ton confort, c'est ta dignité. Vas-tu continuer à accumuler des ressentiments par peur de déranger? Il y a ceux qui se cachent derrière des phrases comme « je ne veux pas être conflictuel » ou « ce n'est pas la peine de se battre pour ça ». Et c'est là que le manipulateur sourit, parce qu'il sait que tes raisons de céder sont son meilleur outil. Ne confonds pas diplomatie avec faiblesse. Une limite floue est une invitation à l'invasion. Chaque fois que tu tolères une question qui te dérange, chaque fois que tu laisses passer une intrusion, tu renforces l'idée qu'ils peuvent avancer un peu plus. C'est ainsi que l'on perd du terrain, pas d'un coup, mais par abandon quotidien de ton propre espace. N'attends pas que l'autre réfléchisse simplement parce que tu es raisonnable. Celui qui manipule ne cherche pas à comprendre, il cherche à ouvrir des fissures dans ta volonté. Si ta réponse est tiède, si ta limite est ambiguë, ils vont te dévorer. Arrête de justifier le comportement des autres avec des excuses sur leur passé, leur stress ou leur supposée ignorance du mal qu'ils causent. S'ils franchissent ta frontière, c'est parce qu'ils s'en fichent ou parce qu'ils savent que ça ne leur coûtera rien. Chaque conversation est un examen d'autodéfense, ton droit de ne pas répondre, de couper la conversation, de mettre fin à une dynamique toxique est inaliénable. Personne ne reconnaîtra la légitimité de tes limites si tu hésites toi-même à les fixer. Un non clair est un mur, un peut-être est un accès libre. Arrête de donner des accès. Ici, pas de demi-mesure. Si quelqu'un insiste, devient agressif, essaie de te faire sentir coupable de te protéger, son problème n'est pas le sujet, c'est le contrôle. Ne laisse pas qu'on t'entraîne dans des justifications sans fin, ni qu'on te vole de l'énergie en te demandant des explications qu'il ne mérite pas. Le stoïcisme n'est pas passivité, c'est force tranquille, choisis tes batailles, mais ne recule pas d'un centimètre quand il s'agit de ton intégrité. Protège tes réponses, gère ton silence et ne tombe pas dans le piège de être le bon au détriment de ta paix. La maturité émotionnelle ne se mesure pas par combien de fois tu cèdes, mais par la précision avec laquelle tu marques ton territoire. Celui qui ne respecte pas ta limite une fois, ne la respectera jamais. Celui qui ne comprend pas ton non, ne mérite pas ton oui. Ne transforme pas la courtoisie en une sentence de soumission. À la fin de la journée, les limites ne se discutent pas, elles se maintiennent. Tu peux expliquer une fois, mais jamais te justifier jusqu'à l'épuisement. Si l'autre insiste, réaffirme simplement avec sérénité, sans violence, mais sans reculer. Le respect de soi est une décision quotidienne, pas une déclaration occasionnelle. Arrête de chercher la validation chez ceux qui veulent seulement profiter de tes hésitations. L'autodéfense commence dans la conversation, protège ta frontière avec la même sérieux que tu prends soin de ta santé. Personne ne viendra te sauver de ta propre faiblesse. Prends en charge ton espace, parce que chaque fois que tu le cèdes, tu te perds un peu plus toi-même. Ta limite est loi, fais-la valoir. 8. Décide de tes réactions à partir de la clarté, non de la pression. Il y a des moments où je reconnais que la réaction me vient avant la décision. Ce n'est pas quelque chose que j'aime admettre. Dans ces secondes, je ressens la pression comme un ordre silencieux. Réponds, défends-toi, justifie-toi, cède. C'est une urgence qui ne naît pas de la logique, mais de ce ressort interne qui veut éviter le conflit, qui craint de ne pas être suffisant, qui cherche un soulagement immédiat plutôt que la vérité. Je sais parfaitement que chaque fois que je réagis ainsi, je ne choisis rien, je me contente de suivre un scénario que d'autres ont écrit et que mon esprit répète par habitude. Ce sont des années d'entraînement involontaire, répondre rapidement pour ne pas paraître suspect, expliquer pour ne pas être taxé de difficile, céder pour ne pas porter le titre de conflictuel. Mais cette urgence n'est pas de la clarté, c'est un réflexe conditionné, c'est le prix de ne pas avoir fait une pause à temps. La manipulation la plus efficace ne se construit pas sur de grands mensonges, mais sur la pression invisible qui te pousse à réagir avant de penser. L'autre lance la question, tu ressens le stress dans le sang, et sans t'en rendre compte, tu es déjà pris dans la toile qu'ils ont tissée pour toi. Il faut une honnêteté brutale pour reconnaître d'où vient cette hâte. Parfois c'est la peur de perdre l'appartenance, d'autres fois c'est le vieux désir de ne pas décevoir, ou simplement l'habitude de plaire pour éviter l'inconfort. Le menteur compte sur cela, il sait mesurer le moment exact où ton inconfort se transforme en réaction,
Il sait que s'il réussit à te serrer assez fort, tu répondras par instinct, non par choix conscient. Chaque fois que tu réponds sous pression, ton jugement est relégué au second plan et le contrôle de la situation passe aux mains de l'autre. Décider à partir de la clarté n'est pas une compétence qui se transmet, ni une attitude qui surgit spontanément. C'est le fruit d'un entraînement à contre-courant, d'apprendre à identifier l'impulsion et à la freiner avant qu'elle ne t'emporte. La clé réside dans ce microseconde entre la question et la réponse, c'est là que toute la différence se joue. Si dans cet espace tu réussis à suspendre le réflexe, ne serait-ce qu'un instant, la possibilité de choisir apparaît. Décider à partir de la clarté, c'est te demander pourquoi tu veux répondre, pour qui tu le fais, ce que tu essaies d'éviter et si au fond cette réaction te représente ou te protège simplement du malaise temporaire. Il n'y a rien de plus cher que la paix hypothéquée par une réaction précipitée. L'autocontrôle n'est pas de la froideur, c'est du respect pour ton propre processus, c'est comprendre qu'aucune pression externe ne justifie de te trahir toi-même. La clarté est inconfortable parce qu'elle t'oblige à assumer le coût de tes décisions. Tu ne seras pas toujours aimé, tu ne seras pas toujours compris, et tu ne ressentiras pas toujours un soulagement immédiat. Mais la réaction automatique ne fait que perpétuer le sentiment d'être à la merci de l'environnement, d'être géré par les attentes des autres. Choisir ta réponse, même si cela implique parfois un silence, une pause ou un simple « je n'ai pas de réponse pour le moment », est un acte de récupération de pouvoir. La pression n'a de force que sur celui qui lui accorde ce pouvoir. La véritable maturité consiste à voir la pression, à la ressentir, et pourtant à ne pas lui permettre de décider pour toi. Tout ce qui te presse ne mérite pas ton énergie. Cette phrase est un rappel pour les moments où il semble qu'il n'y ait pas d'option. Te maintenir dans la clarté exige de la patience envers toi-même. Il est probable que tu retombes dans des réactions automatiques, que la pression te gagne parfois, mais chaque fois que tu choisis de faire une pause, tu te renforces. La clarté naît dans la pause, grandit dans l'observation et se consolide lorsque tu décides de répondre à partir de ce que tu es, non de ce que tu crains. La réaction appartient au passé, la décision appartient au présent. Voilà la différence entre vivre en mode défense ou en mode propriétaire de toi. Il ne s'agit pas de devenir un roc, mais quelqu'un qui choisit comment et quand répondre, sans se laisser kidnapper par l'urgence de l'autre. S'entraîner à la pause est la première étape. Le reste est de te maintenir là, même si cela dérange. Chaque fois que tu décides à partir de la clarté et non de la pression, tu récupères un morceau de ta liberté. Cela, à la fin, vaut plus que n'importe quel soulagement momentané. Danke, dass du bis zum Ende des Videos geblieben bist. Wenn du alles gesehen hast, kommentiere, ich bin stoisch, als unser geheimes Zeichen, um zu wissen, dass du ein wahrer Schüler des Stoizismus bist. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn es dir gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video und denke daran, kultiviere weiterhin deinen stoischen Geist. Accepter le manque de respect est le premier pas pour se perdre soi-même. Peu de gens l'admettent, mais la dignité ne s'arrache pas d'un coup, elle s'érode par de petites concessions, par des silences gênants, par l'attente absurde qu'un geste de reconnaissance vienne de celui qui ne donne que l'indifférence. Les hommes piégés dans des relations déséquilibrées savent ce que pèse cette attente, l'estime de soi s'affaiblit, les attentes se réduisent et le respect de soi devient une dette en souffrance. Certains croient qu'en insistant, en expliquant, en suppliant ou en montrant plus de loyauté, ils parviendront à faire changer l'autre, alors qu'en réalité, ils s'enchaînent davantage au cycle de dévalorisation. Dans ce jeu, chaque fois que tu te contentes de miettes, tu enseignes aux autres jusqu'où ils peuvent aller avec toi. Rappelons-nous, le respect ne se négocie jamais, il s'exige avec des limites, pas avec des mots. La philosophie stoïque est claire, personne n'a de pouvoir sur ton esprit à moins que tu ne le lui donnes. Si tu tolères le mépris, ou si tu te consacres à poursuivre l'attention de celui qui ne te respecte pas, le coup psychologique est brutal, tu te trahis, tu deviens esclave de la validation des autres et tu renonces au contrôle de ta propre vie. La vérité inconfortable est que plus tu poursuis, moins tu vaux aux yeux de celui qui ne t'apprécie pas, et ce qui est plus grave, au tien. Il ne s'agit pas de gagner l'approbation de quelqu'un, mais de retrouver ton centre
et de te rappeler que le silence et le détachement sont des armes de respect de soi. L'absence pèse plus que n'importe quel discours. Aujourd'hui, il est temps d'arrêter de justifier l'injustifiable et de commencer à mener ton chemin. Personne ne te respectera plus que tu ne te respectes toi-même. 1. Arrête de mendier l'attention des autres. La dure vérité est celle-ci, tant que tu cherches l'attention de ceux qui ne te respectent pas, tu te trahis toi-même. Tu n'as pas besoin de détour ni de justification. Chaque fois que tu te traînes pour obtenir une réponse, chaque fois que tu vérifies ton téléphone en espérant un signe minimal d'intérêt, tu deviens ton propre ennemi. Tu laisses à une autre personne le contrôle sur ta valeur et ton humeur. Et le pire, c'est que tu le sais, mais tu te mens avec des phrases faciles. C'est juste comme ça qu'elle est. Peut-être qu'elle est occupée, peut-être que je devrais faire plus d'efforts. Fini les auto-illusions. L'attention que tu obtiens de quelqu'un qui ne te valorise pas est une aumône émotionnelle, et tu n'es pas dans ce monde pour vivre de miettes. La dignité ne se négocie pas, et si tu dois la demander, tu l'as déjà perdue. Tu te répètes des excuses, tu te réfugies dans l'espoir que les choses changent si tu insistes suffisamment, mais cette stratégie ne fait que détruire ce qu'il reste de ton estime de soi. Il n'y a rien de noble à tolérer l'indifférence, ni de vertu à mendier une place dans la vie de quelqu'un qui t'ignore. Le jour où tu décideras d'arrêter de poursuivre, ce jour-là tu retrouveras ton pouvoir. Tu cesses d'être un accessoire et tu retrouves ta place en tant que protagoniste de ta propre vie. Si elle ne t'écrit pas, ne te cherche pas, ne t'inclut pas, la réponse se trouve dans l'action, pas dans des arguments ou des supplications. Le respect s'exige avec distance, pas avec des explications. Si tu dois lui expliquer pourquoi tu mérites d'être bien traité, tu t'es déjà mis en dessous. Beaucoup d'hommes restent piégés dans la fantaisie qu'un peu plus d'engagement peut changer le résultat. Si je suis plus attentif, si je cède davantage, peut-être qu'elle remarquera mes efforts. Cette mentalité est un poison lent. Chaque geste qui n'est pas réciproque érode ton estime de soi, jusqu'à ce qu'un jour tu ne reconnaisses plus l'homme qui se regarde dans le miroir. Tu es le résultat de ce que tu tolères, pas de ce que tu rêves. Et si tu tolères le manque de respect, tu finis par croire que c'est la seule chose à laquelle tu peux aspirer. Ne confonds pas patience avec faiblesse, ne te trompe pas en pensant que supporter est un signe de maturité. La véritable force est de savoir s'éloigner lorsque l'environnement devient toxique, lorsque le prix de rester est ta propre paix. Cesser de chercher son attention n'est pas de l'indifférence, c'est une survie psychologique. C'est comprendre que ton énergie n'est pas infinie et qu'elle se gaspille sur ceux qui la méprisent. L'absence est le filtre le plus honnête, ceux qui te valorisent vraiment le montrent en ton absence, pas dans tes supplications. Le silence est plus percutant que 1000 discours. Tu n'as rien à prouver, tu n'as pas à convaincre qui que ce soit de ta valeur, tu dois juste te le rappeler et agir en conséquence. Ligne emblématique, le respect commence par ce que tu cesses de tolérer. Si tu es constamment attentif à ses réactions, si tu ajustes ton comportement pour éviter son désintérêt, tu as déjà perdu la bataille intérieure. Tu hypothèques ton bonheur en échange de miettes d'attention. Et tu le sais, parce que chaque fois que tu t'ignores pour qu'un autre te voie, tu t'éloignes un pas de plus de la version forte et digne que tu pourrais être. Tu n'es pas un mendiant émotionnel. Personne ne te rendra le respect que tu offres toi-même. Fini de justifier le déséquilibre. Fini d'investir dans ce qui ne fait que diminuer. Tu dois couper la dette émotionnelle et commencer à investir en toi. La vie ne consiste pas à être choisi. Il s'agit de te choisir toi-même en premier. C'est inconfortable, c'est dur, mais c'est nécessaire. Personne ne te respectera plus que tu ne te respectes toi-même. Ligne emblématique, arrête de mendier ce que tu ne devrais jamais demander. La dignité ne se négocie pas, elle s'impose par des actes. Et si quelqu'un ne le comprend pas, apprends à vivre sans son approbation. C'est ça, le respect de soi. C'est ça, la liberté. 2. Fais du respect de soi ta priorité. Tu marches dans la rue et le téléphone vibre, instantanément, tu regardes l'écran, mais ce n'est pas le message que tu attends. Pourtant, tu ressens cette petite impulsion de vérifier, de chercher un indice que ta présence signifie quelque chose pour quelqu'un d'autre. Tu répètes ce geste de nombreuses fois, presque sans y penser,
comme si ta valeur dépendait du mouvement d'une notification. Mais derrière cet acte si quotidien se cache un mécanisme beaucoup plus profond. Tu as entraîné ton esprit à associer la validation externe au respect de soi. C'est un cycle silencieux qui épuise, car chaque fois que tu cèdes cette partie de toi, tu renforces l'idée que tu ne mérites de l'attention que lorsque quelqu'un décide de te l'accorder. Analysons ce schéma. L'esprit cherche des raccourcis, et le plus facile est d'ajuster ton comportement pour correspondre aux attentes des autres. C'est un mécanisme de survie mal orienté qui, au lieu de te protéger, te laisse exposé à la manipulation et à l'épuisement émotionnel. Lorsque tu places le respect que tu te dois entre les mains de quelqu'un d'autre, tu perds le contrôle sur ta stabilité. C'est comme si tu hypothéquais ta paix en échange de miettes d'affection. Et le plus grave, c'est que ce processus ne se remarque pas toujours au début. Il commence par de petits détails. Tu tolères un commentaire sarcastique, tu justifies une absence, tu ignores un manque de considération. Chaque concession pèse, jusqu'à ce que ta dignité devienne la somme de tout ce que tu as laissé passer. Faire du respect de soi ta priorité n'est pas une belle phrase, c'est une stratégie de survie psychologique. Cela signifie cesser d'attendre que les autres te donnent la valeur que tu ne te reconnais pas toi-même. Le premier pas est d'identifier dans quelle situation tu as tendance à céder. Observe ton quotidien, quand remets-tu tes besoins à plus tard pour plaire à quelqu'un ? À quel moment utilises-tu le silence pour éviter un conflit et finis-tu par avaler l'inconfort ? Reconnaître ces points de fracture dans ton caractère est fondamental, car ce n'est qu'alors que tu peux intervenir et changer la dynamique. Le respect de soi ne naît pas de grands discours intérieurs, mais de petites décisions qui, cumulées, construisent une nouvelle norme. Te prioriser n'est pas de l'égoïsme, c'est un ajustement de compte avec toutes les fois où tu t'es relégué au second plan. Il ne s'agit pas de répondre avec indifférence, mais d'établir des limites claires et de les maintenir, même si cela dérange ceux qui étaient habitués à ce que tu sois toujours disponible. Il faut comprendre la différence. Être compréhensif est une chose, devenir un paillasson émotionnel en est une autre. Plus ta limite est floue, plus il sera facile pour les autres de la franchir. Et ici entre en jeu le principe stoïque. Ta réaction face au manque de respect définit davantage ta valeur que l'intention de celui qui te la montre. Tu peux choisir de ne pas réagir, tu peux choisir de ne pas participer à des dynamiques qui t'épuisent. Là se trouve la véritable force. Renforcer le respect de soi implique également de changer la manière dont tu interprètes le rejet ou l'indifférence. Ce n'est pas un reflet de ta valeur, mais un filtre qui sépare ceux qui te considèrent réellement de ceux qui t'utilisent simplement comme fond d'écran dans leur vie. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à ton énergie, ni à ton temps, ni à ta vulnérabilité. Être sélectif n'est pas de l'arrogance, c'est de l'intelligence émotionnelle. Le respect de soi se construit comme un muscle, tu l'exerces chaque fois que tu choisis de ne pas répondre, chaque fois que tu maintiens une limite malgré l'inconfort, chaque fois que tu priorises ta paix sur l'approbation des autres. Ligne iconique, celui qui ne respecte pas tes limites ne mérite pas ta présence. La priorité est claire, personne ne te rendra ce que tu ne te donnes pas toi-même. Le respect de soi ne se négocie pas, il se pratique. Chaque choix compte, chaque limite s'additionne, chaque fois que tu dis non à ce qui te diminue, tu regagnes du terrain. Ce n'est que lorsque tu deviens ta propre référence que le monde commence à te traiter différemment. Ligne iconique, ne négocie pas ta dignité, fais du respect de soi ta norme quotidienne. 3. Ne discute pas de ta valeur, démontre-la. Je vais te dire une vérité inconfortable. Il y a des moments où tu t'entends justifier ta valeur à voix haute, comme si tu étais dans un petit tribunal, cherchant l'approbation dans le regard des autres. Tu te surprends à expliquer pourquoi tu mérites le respect, pourquoi tes intentions sont bonnes, pourquoi il n'est pas juste qu'on t'ignore. Tu ressens cet élan presque automatique de te défendre, de donner des raisons, de mettre sur la table tout ce que tu as fait, espérant que la balance penche en ta faveur. Tu le reconnais dans le geste tendu de tes mains, dans la façon dont tes mots sortent rapidement, comme si le silence de l'autre te pressait de combler le vide avec des arguments. Mais dans cet acte, il y a un piège profond. Chaque fois que tu discutes de ta valeur, tu la baisses un peu plus. Pense à la scène. Elle croise les bras, détourne le regard, répond par monosyllabes. Tu insistes, expliques,
Essaie de raisonner. L'ambiance devient dense, chaque mot que tu prononces pèse plus qu'il ne le devrait. Tu sens la chaleur dans tes pommettes, le goût métallique de la frustration. Tout ton corps révèle l'anxiété de vouloir convaincre quelqu'un qui en réalité a déjà pris sa décision. Là, à cet instant, ta dignité se joue dans des détails minuscules, l'insistance, la justification, la supplication camouflée en arguments logiques. Le respect de soi ne survit pas à cette usure. Discuter de ta valeur, c'est comme essayer de redonner vie à quelque chose qui est déjà cassé. La réalité est que lorsque tu commences à débattre de ton mérite, tu as déjà perdu le fil. Le respect n'est pas un sujet de débat, il ne s'argumente pas comme une opinion lors d'une table ronde. Il se démontre. Et il se démontre par des actions, par des limites, par le calme de celui qui sait se retirer lorsqu'il perçoit l'indifférence. C'est là que la plupart se trompent, ils croient que le silence est une défaite, que l'absence est une reddition. Mais c'est l'inverse. L'autocontrôle de ne pas entrer dans la discussion est une déclaration plus puissante que n'importe quel discours. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit de ta valeur. Tu as juste besoin de la vivre. Ligne iconique, la valeur ne s'explique pas, elle se respire. Observe ton quotidien, il y a des gestes concrets qui parlent plus fort que n'importe quel mot. Décider de ne pas répondre immédiatement à celui qui t'ignore. Ne pas ajuster tes plans pour accommoder quelqu'un qui ne s'accommode jamais à toi. Ne pas sacrifier ton repos, ta routine, tes principes pour faire plaisir à quelqu'un qui n'apprécie même pas l'effort. Ce sont des détails qui semblent petits, mais qui ajoutent une déclaration silencieuse. Je ne suis pas ici pour supplier. Lorsque tu maintiens cette ligne, lorsque tu choisis de t'éloigner plutôt que de discuter, l'ambiance change. L'autre personne ressent la différence. Tu n'es plus prévisible ni disponible à tout prix. Cela se remarque dans ta posture, dans la fermeté avec laquelle tu parles, dans le calme avec lequel tu acceptes le désintérêt des autres. Ton énergie ne se filtre plus dans des justifications, mais se concentre sur ta propre croissance. Le respect commence par cesser d'expliquer tes limites. Si quelqu'un a besoin que tu lui donnes des raisons de bien te traiter, il ne mérite plus d'accéder à ton espace. Il y a un poids qui se lève lorsque tu décides de ne pas entrer dans le jeu de la persuasion. C'est libérateur de ne pas avoir à convaincre, de ne pas avoir à te défendre. Tu t'épargnes des discussions et surtout, tu t'épargnes des déceptions. Ligne iconique, celui qui discute de sa valeur, la vend à bas prix. Ce n'est pas une question de froideur, mais de clarté. Ta présence doit être un privilège, pas une conséquence de ton insistance. La prochaine fois que tu ressens l'élan de t'expliquer, souviens-toi, tu n'es pas obligé de justifier qui tu es, ni pourquoi tu mérites le respect. Ta valeur est une réalité interne, pas un sujet de négociation externe. Décide de le démontrer par des faits, et tu verras comment ton environnement se réorganise. Peu de choses sont aussi percutantes que l'absence sereine de celui qui sait sa valeur. Ne discute pas de ta valeur. Fais-le évidente. 4. Utilisez le silence comme une limite ferme. Il y a une porte lourde à l'intérieur de vous, une porte que vous n'osez que rarement fermer complètement. De l'autre côté se trouve tout ce que vous ne dites pas, tout ce que vous gardez pour vous chaque fois que vous ressentez l'envie de réagir, d'expliquer, de chercher une réaction de ceux qui ne vous donnent que de l'indifférence. Vous ressentez la pression de garder cette porte ouverte, car associer le silence à la faiblesse est une vieille habitude. Presque une peur enfantine de rester à l'extérieur. Mais la réalité est que cette porte est votre dernière ligne de défense. Chaque fois que vous la fermez et choisissez le silence, ce n'est pas de l'évasion, c'est de la protection. Utiliser le silence comme limite n'est pas un acte passif, c'est une déclaration interne que vous n'êtes plus disposé à dépenser de l'énergie sur ce qui ne compte pas. C'est la façon dont vous reprenez la souveraineté sur vos émotions et sur la narration de votre propre histoire. La plupart des gens confondent le silence avec le vide, comme si ne pas répondre était synonyme de défaite ou de résignation. Mais au fond, le silence est un espace où vous vous écoutez sans le filtre du désir d'approbation. C'est là, lorsque vous résistez à l'envie de vous justifier ou de réclamer, que vous réalisez combien il vous coûtait de ne pas être accepté, combien d'anxiété vous ressentiez à ne pas recevoir de réponse immédiate. Le mécanisme est clair,
Chaque mot que vous ne dites pas, chaque explication que vous décidez de ne pas donner est un investissement dans l'autocontrôle. Ce n'est pas de la répression, c'est de la discipline émotionnelle. Le silence bien utilisé est un mur qui n'a pas besoin d'ornement, il coupe le circuit de la dépendance et vous rend le pouvoir que vous offriez avec chaque message, chaque réaction, chaque justification. Cela peut faire mal au début. Vous ressentez l'inconfort dans votre corps, une sorte d'abstinence de l'ancienne habitude de chercher de l'attention. Mais dans ce vide apparent surgit un apprentissage, vous commencez à remarquer combien de votre anxiété n'était que le reflet d'une urgence empruntée, pas un besoin réel. En choisissant le silence, vous vous obligez à affronter vos propres insécurités, à identifier les croyances déformées qui vous faisaient penser que vous méritiez moins que ce que vous donnez. Le silence n'est pas un manque d'intérêt, c'est un intérêt pour vous-même. C'est la pause nécessaire pour que votre estime de soi se reconstruise sans le bruit de la validation des autres. Ligne emblématique, le silence est la frontière où se termine l'auto-sabotage. Dans la pratique, utiliser le silence comme une limite ferme implique de résister à la tentation de clarifier, d'insister, de corriger ceux qui ont déjà prouvé qu'ils ne veulent pas comprendre. C'est un exercice d'humilité et d'auto-évaluation. Vous cessez de chercher des explications externes et vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler. Votre réaction, votre attitude, votre espace émotionnel. Personne ne peut manipuler le silence. Personne ne peut utiliser contre vous ce que vous ne donnez pas. Et là est la clé, la personne qui a besoin que vous mendiez de l'attention ne sait jouer que sur le terrain de la réaction. Lorsque vous lui retirez cette scène, elle ne sait pas comment continuer la partie. L'absence de votre réponse est une affirmation silencieuse de votre valeur. Un rappel que tout ne mérite pas une réplique, ni une explication, ni une seconde chance. Reconnaître le pouvoir du silence, c'est accepter que votre énergie est limitée et que chaque fois que vous la gaspillez sur ceux qui ne vous respectent pas, vous vous éloignez de votre centre. Vous ne ferez pas toujours du bruit lorsque vous partirez. Parfois, la plus grande dignité réside dans le fait de fermer la porte sans mots, sans scandale, juste avec la certitude que cette limite est immuable. Ligne emblématique, laissez votre absence dire ce que votre fierté tête. Dans le silence commence la véritable reconstruction du respect de soi. Car là, vous ne dépendez pas de la réaction des autres, seulement de votre cohérence interne. Ainsi, le silence cesse d'être un espace de manque et devient le terrain fertile où vous récupérez votre dignité. 5. Retire ton énergie de ceux qui ne comptent pas. Retire ton énergie de ceux qui ne comptent pas. C'est aussi simple que ça, aussi brutal. Ne te laisse pas tromper par des discours de croissance, ni par des histoires de être le plus patient. Je te le répète sans anesthésie, chaque fois que tu investis ta pensée, ton temps et ton engagement en faveur de ceux qui te montrent constamment leur indifférence, tu ne perds pas seulement, tu te sabotes. Tu es l'architecte de ton épuisement. Il n'y a pas de gloire à continuer à tourner en rond sur ce qui ne peut pas être réparé. Il n'y a pas de valeur à maintenir des liens morts simplement parce que tu as peur d'affronter le vide. La loyauté, mal comprise, devient une chaîne. Et ici, il ne s'agit pas d'être un bon gars ni de supporter pour supporter. Il s'agit de dignité basique. Rester attaché à ceux qui ne savent que soustraire est une forme de suicide émotionnel lent. Personne ne va te sauver de ce piège, c'est à toi de décider quand ça suffit. Arrête de justifier ton addiction au drame avec de jolis mots. Tu n'es pas victime d'un destin injuste, tu es complice de ton propre épuisement chaque fois que tu refuses de couper le flux. Le respect ne se demande pas, il s'établit par des actes, et le premier de ces actes est d'apprendre à retirer ton énergie. Arrête d'offrir ton attention à ceux qui n'ont même pas la décence de l'apprécier. Ne te remplis pas la bouche en parlant d'amour-propre si ensuite tu te traînes émotionnellement devant des portes qui se sont fermées depuis longtemps. Ici, il n'y a pas de demi-mesure, soit tu te choisis, soit tu finis par te perdre. Phrase emblématique, ce qui ne compte pas te soustrait, et ce qui te soustrait, te détruit. Assez de penser que tu mérites reconnaissance juste parce que tu insistes. L'effort sans réciprocité et du mépris de soi sous un autre nom. Chaque message sans réponse, chaque plan annulé, chaque affront que tu tolères ajoute une pierre au poids que tu portes.
Ce poids n'est pas un signe de force, c'est le prix à payer pour ne pas mettre de limite. L'auto-illusion est le pire ennemi, tu te dis que tu es fort en supportant, mais en réalité tu acceptes les restes. Veux-tu vraiment que ta vie soit une collection d'excuses et de résignation? Tes limites se marquent en retirant de l'énergie, pas avec des discours ni des supplications. Si tu dois demander de la dignité, tu l'as déjà perdue en chemin. Ne tente pas de te convaincre que le temps guérit tout alors que tu es toujours coincé dans la même dynamique. Les années que tu offres à ceux qui n'apportent rien, personne ne te les rend. Les rêves que tu remets à plus tard pour quelqu'un qui ne te considère même pas comme une priorité finissent par pourrir dans la frustration. La vie ne t'attend pas pendant que tu continues à investir dans ce qui ne fait que te soustraire. Ici, il n'y a pas de rédemption pour celui qui refuse de lâcher prise. Phrase emblématique, l'énergie que tu gaspilles sur ceux qui ne comptent pas est une dette que tu te fais à toi-même. Tu dois être plus brutal avec toi-même. Fais un inventaire réel dans quoi et en qui investis-tu le meilleur de toi. Si la balance est toujours contre toi, si tu ne reçois que du mépris et des silences, qu'attends-tu pour couper le flux? Tu n'es pas une source inépuisable. Ta capacité, ton amour, ta présence sont des ressources limitées. Ceux qui ne les apprécient pas ne les méritent pas. C'est aussi simple que ça. Et si ça te fait mal, tant mieux, cette douleur est le signe que tu ignores tes propres limites depuis trop longtemps. Il n'y a pas de croissance là où il y a un épuisement chronique. Il n'y a pas d'avancée là où tout est perte. Arrête de romantiser l'attente, arrête de célébrer la patience aveugle. Le véritable respect de soi se démontre en fermant le robinet sans culpabilité, en retirant l'énergie de ce qui ne te pousse que vers le bas. Ne reste pas là où tu n'es qu'une option de dernier recours, ne te contente pas de miettes émotionnelles. Ta vie n'est pas une salle d'attente, ceux qui ne comptent pas sont de trop. Libère-toi du poids. 6. Maintiens le contrôle émotionnel face au manque de respect. La réalité est la suivante, perdre le contrôle émotionnel face au manque de respect, c'est offrir à autrui le pouvoir sur ta vie. Il n'y a aucune justification valable lorsque tu permets qu'une réaction impulsive, une réponse chargée de colère ou d'anxiété, définisse qui tu es face à celui qui t'a méprisé. Chaque fois que tu exploses, supplies ou t'effondres parce que quelqu'un ne t'a pas donné ce que tu attendais, tu lui remets la dernière pièce de pouvoir qu'il te restait. Le respect de soi ne consiste pas seulement à établir des limites externes, mais à protéger ton monde intérieur contre les tentatives de manipulation ou de mépris. Il ne s'agit pas de ravaler ta colère ni de feindre un froid glacial, mais de comprendre clairement le mécanisme. Celui qui parvient à te provoquer et à te sortir de ton centre a déjà un avantage émotionnel sur toi. Maintenir le contrôle n'est pas de l'indifférence, c'est une stratégie de survie personnelle de base. Analysons cela calmement. Le manque de respect des autres a tendance à activer un circuit interne automatique, l'urgence de te défendre, d'exiger une explication, de chercher justice à travers une réaction émotionnelle apparaît. Mais cette urgence est le résultat d'un piège mental, le cerveau interprète le mépris comme une menace pour ton estime de soi, et ton impulsion est de répondre pour rétablir l'équilibre. Sauf qu'en pratique, cette réaction réussit rarement à obtenir du respect, elle génère généralement plus de mépris, ou pire encore te positionne comme quelqu'un désespéré d'être reconnu. L'autocontrôle, en revanche, interrompt ce cycle. Lorsque tu choisis de ne pas réagir immédiatement, tu te donnes le temps d'observer ce qui se passe réellement. Le manque de respect est-il une exception ou un schéma? Vaut-il la peine d'investir plus d'énergie dans cette relation, ou est-il temps de la retirer? Cette analyse te permet de prendre des décisions avec clarté, non pas dans l'emportement. Le contrôle émotionnel s'entraîne, tout comme le corps. Ce n'est pas un talent spontané, c'est le résultat de répéter, encore et encore, la décision de ne pas céder le gouvernail de ton état intérieur. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre immédiatement à un message blessant, chaque fois que tu te donnes un espace pour respirer avant de répondre à un mépris, tu renforces ton muscle interne de souveraineté. Il ne s'agit pas d'insensibilité, mais d'intelligence émotionnelle, tu comprends que ta paix est trop précieuse pour la hypothéquer à chaque provocation. Les gens qui jouent à tester tes limites ne comprennent qu'un seul langage, celui de la sérénité imperturbable. Lorsque ta réaction est mesurée, lorsque tu ne t'énerves pas face à l'indifférence ou aux affronts, tu changes l'axe de la dynamique.
Tu n'es plus celui qui supplie, ni celui qui explose, ni celui qui se justifie. Tu es celui qui décide quand et comment répondre, si jamais tu réponds. Une seule réaction incontrôlée peut annuler des semaines de soins personnels et de limites bien établies. C'est pourquoi la discipline émotionnelle n'est pas seulement une question d'orgueil, c'est un investissement dans ta santé mentale. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit avec des cris, ni avec des silences chargés de ressentiment. La véritable force réside dans la régulation de ta réponse, dans le choix de ce qui mérite ton énergie et ce qui ne le mérite pas. Maintenir son calme face au manque de respect, c'est affirmer que ton monde intérieur ne dépend ni de la validation ni du mépris des autres. C'est établir que tes émotions sont sous ta juridiction et que personne n'a le droit de les manipuler comme s'il s'agissait de pions sur un plateau. Phrase emblématique, ne remets pas le contrôle de tes émotions à celui qui ne respecte pas ta valeur. La plupart des hommes confondent le contrôle émotionnel avec la répression ou la soumission. Mais la différence est abyssale. La répression te ronge de l'intérieur. Le contrôle conscient te renforce. Savoir quand parler et quand se taire, quand se retirer et quand maintenir ta place, est une compétence qui ne se cultive qu'avec de la pratique et une honnêteté brutale envers soi-même. Si tu sens que ta poitrine brûle de l'intérieur, ce n'est pas un signe que tu dois exploser, c'est une alarme qui indique que tu as besoin de faire une pause, d'analyser, de décider dans le calme. C'est la posture de l'homme qui se respecte. Phrase emblématique, celui qui maintient le contrôle a toujours le dernier mot. En pratique, cela signifie cesser d'être réactif et commencer à être sélectif. Tout ne mérite pas ta réponse, ni ta colère, ni ton temps. Le contrôle émotionnel est le filtre ultime, il protège ta dignité, préserve ton énergie et te rend le pouvoir que tu n'aurais jamais dû lâcher. Sept, brise la dépendance à la validation externe. Tu traverses un café, commandes un café et en attendant au bar, sors ton téléphone. Il n'y a pas de nouveau message, juste le reflet de ton visage sur l'écran noir. Tu fais semblant de vérifier une autre application, n'importe quelle excuse pour donner l'impression que tu as quelque chose d'important à faire, mais en réalité, tu ressens ce petit vide qui apparaît chaque fois que la validation externe ne se manifeste pas. Autour de toi, les gens discutent, rient, se distraient. Toi, à l'intérieur, tu ressens le tiraillement d'une attente non satisfaite, comme si, d'une certaine manière, ce silence numérique définissait la valeur de ta présence à cet instant. C'est un geste automatique, le regard qui cherche l'approbation, la posture qui se rétracte légèrement, la sensation d'attendre que quelque chose ou quelqu'un te légitime. C'est ainsi que fonctionne la dépendance à la validation externe, une chaîne invisible qui se manifeste dans des gestes aussi petits que vérifier son téléphone ou scruter l'environnement à la recherche de signes de reconnaissance. Cette dépendance ne s'installe pas d'un coup, elle se cultive au fil des années. Tu apprends à lire le geste des autres, à ajuster ta voix si tu sens de l'indifférence, à changer ton histoire pour que l'autre ne perde pas son attention. Chaque fois que tes mots cherchent à plaire plus qu'à exprimer, tu cèdes un peu de terrain. C'est comme si tu mettais une partie de ton identité entre les mains d'autrui, espérant qu'il te renvoie une version améliorée de toi-même. Mais cette attente a toujours un coût, elle commence par des détails minimes et finit par filtrer toutes tes décisions. Tu te surprends à choisir des vêtements, des mots, même des silences, non pas pour toi, mais pour t'adapter au moule de l'acceptation des autres. La validation devient le filtre qui déforme ta perception de ce que tu mérites. Le piège est subtil, car le monde te fait comprendre que d'être valorisé par les autres est synonyme de succès. Tu vois les réseaux sociaux, les j'aime, les messages qui n'arrivent jamais, et tu associes ton bien-être à cette approbation rapide et superficielle. En pratique, cela signifie que chaque silence, chaque indifférence, te blesse bien plus que tu ne l'admets. L'anxiété de ne pas recevoir de réponse devient une dette émotionnelle que tu paies chaque jour. Et plus tu dépends de ce stimulus externe, moins tu fais confiance à ton propre jugement. Ton humeur monte et descend comme un graphique que les autres contrôlent avec chaque geste, chaque mot, chaque absence. Briser cette dépendance implique de l'inconfort. Tu dois supporter la sensation de vide, l'impulsion de te justifier ou de chercher des signes là où il n'y en a pas.
C'est un exercice de résistance, laisser le téléphone face cachée, soutenir le regard en silence, te permettre d'être présent sans avoir besoin de témoins. C'est là que commence le véritable respect de soi, lorsque tu choisis de te valider depuis ta cohérence et non depuis la réaction des autres. La discipline est brutale car elle t'oblige à affronter tes insécurités sans l'analgésique des applaudissements externes. Le respect ne se mendie pas, il se maintient d'abord dans la solitude. Chaque fois que tu résistes à chercher l'approbation, tu renforces ton autonomie émotionnelle. Le pouvoir de ta présence ne dépend plus de l'intérêt des autres, mais de ta capacité à te tenir ferme lorsque personne n'applaudit. Ligne iconique, ta valeur ne dépend pas de la réponse, mais de ta décision de ne pas attendre. La liberté commence lorsque tu cesses de te demander si tu es suffisant et que tu te consacres à te construire, quoi qu'il arrive à l'extérieur. Apprends à supporter le silence, l'absence de reconnaissance, les regards qui ne s'arrêtent pas sur toi. Là, dans cette résistance quotidienne, la dignité s'entraîne. Ligne iconique, la validation externe est un luxe, pas un besoin. Lorsque tu cesses d'en avoir besoin, tu reprends le contrôle de ta vie. Tout le reste est une addiction aux applaudissements. 8. Choisis d'avancer, ne reste pas là où tu n'es pas valorisé. Je vais être brutalement honnête, il y a une partie de toi qui s'accroche à la douleur, comme si en la tenant, tu pouvais donner un sens à ton histoire. Tu te convaincs que rester, même si on t'ignore ou te méprise, est une forme de loyauté. Tu te vends l'idée que si tu tiens assez longtemps, à un moment donné, tu recevras ce que tu mérites. Mais au fond, tu sais que cela ne fait que retarder une décision inconfortable, avancer. Il y a une résistance interne énorme, une sorte d'addiction à l'espoir mêlée à la peur du vide. Tu ne veux pas lâcher prise parce que ton esprit a confondu permanence et valeur, comme si le fait de rester validait ton identité. Cela te pousse à négocier avec ta dignité, te transformant en otage d'une narration où ton bien-être dépend toujours du changement de l'autre, de la reconnaissance de l'autre, de ce que l'autre te choisisse enfin. Le piège réside dans la façon dont tu traites le rejet et l'indifférence. Ton esprit cherche une explication, une conclusion, une justice émotionnelle. Tu te répètes qu'il y a quelque chose de salvateur dans l'histoire, que peut-être c'est de ta faute de ne pas avoir fait plus ou d'avoir fait trop. Cette auto-analyse sans fin est une forme de paralysie, un mécanisme qui t'empêche de prendre la décision la plus difficile, bouger. Car avancer implique d'admettre que tu n'es indispensable pour personne et que ta valeur n'aurait jamais dû être conditionnée par la présence ou l'absence d'un autre. La peur de rester seul ou de perdre quelque chose d'important est en réalité la peur de te confronter à toi-même sans béquille extérieure. Mais dans cette confrontation se trouve la liberté. Rester là où tu n'es pas valorisé, c'est choisir la prison de l'insuffisance, c'est réaffirmer l'idée que tu mérites moins que ce que tu donnes. Personne ne viendra te sortir de cet endroit, le sauvetage est toujours une décision personnelle. Réfléchis bien, chaque jour où tu continues d'attendre une reconnaissance, là où tu ne reçois que de l'indifférence, tu renforces l'habitude mentale de te contenter du minimum. Cela laisse une empreinte qu'il est ensuite difficile d'effacer. Tes standards s'adaptent à la rareté, ton estime de soi commence à l'accepter comme norme. Avancer, en revanche, n'est pas une fuite ni un acte d'égoïsme, c'est un règlement de compte avec tout le temps et l'énergie que tu as investi dans un endroit stérile. C'est reprendre l'autorité sur ta vie. Cela signifie sortir du terrain de l'auto-sabotage et commencer à construire ailleurs, même si au début cela fait mal et que l'incertitude pèse. Il est normal que la peur essaie de te freiner, qu'elle te murmure des excuses, ce n'est pas si grave, peut-être que demain ça changera, tiens encore un peu, mais tout cela ne fait que maintenir une dette émotionnelle qui a des intérêts très élevés. Le véritable avancement commence lorsque tu te permets de ressentir la douleur de laisser derrière toi ce qui ne t'apporte rien, sans anesthésie ni justification. Lorsque tu fais face au vide qui reste après avoir coupé, tu le remplis de ta propre présence, pas avec des promesses d'autrui. Le focus n'est plus de convaincre qui que ce soit, mais de te reconstruire, d'être fidèle à tes principes, de ne plus offrir ton énergie à ceux qui ne la méritent pas. Avancer est une décision, pas une conséquence. C'est un acte de respect de soi,
la démonstration la plus claire que tu ne participes plus à des dynamiques qui te détruisent peu à peu. Ligne emblématique, ne t'arrête pas là où tu as déjà cessé de grandir. Maintenant tu comprends qu'avancer n'est pas oublier immédiatement, ni cesser de ressentir, mais c'est choisir de ne pas rester piégé dans le même cycle. C'est un entraînement mental et émotionnel, chaque pas que tu fais, même si ta voix tremble, est une déclaration d'indépendance. N'attends pas que l'autre réalise ta valeur. Prends conscience de ta propre valeur et agis en conséquence. Ligne emblématique, avancer est la limite définitive entre le respect de soi et l'auto-tromperie. Ta vie ne bouge que lorsque tu bouges, pas lorsque quelqu'un d'autre te donne la permission. Danke, dass du bis zum Ende des Videos geblieben bist. Wenn du alles gesehen